bonsoir à tous. J'avoue que je suis totalement impressionnée. C'est la première fois que je viens à l'INSEAD et je ne savais pas qu'on pouvait faire encore des conférences avec des gens qui viennent vraiment, qui assistent aux conférences, qui sont dans le débat d'idées, etc. À cette ère de l'Internet, à ce moment de la télévision, à ce moment où on a de plus en plus de mal à avoir des échanges en direct. J'avoue que rien que ça, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Merci d'avoir pris le temps. Donc, vraiment à l'invitation de l'INSEAD, je vous ai préparé une conférence. Henri-Claude m'a dit, en réalité, il faudra que vous parliez face à un public qui connaît sans doute un tout petit peu, mais très 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 peu la Chine, et qui a besoin d'informations très complémentaires sur les 40 dernières années, qui était pour le coup mon choix de conférence ce soir. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui en novembre 2018, et le 18 décembre 1978, c'est-à-dire il y a pratiquement exactement 40 ans, jour pour jour, la Chine décidait d'une politique qui allait complètement révolutionner la Chine moderne, qui était la politique de réforme et d'ouverture. Et je trouve que c'est très important de prendre le temps de comprendre a posteriori ce qui s'est passé, pour évidemment, d'abord pour comprendre quelles ont été leurs étapes, et puis à partir de là, pour se dire, eh bien, qu'est-ce que va donner la Chine dans les 40 prochaines années ? Et qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre aussi pour ajuster notre politique à l'égard de la Chine, qu'elle soit française, européenne ou mondiale. Donc c'était un peu le thème. Donc mais c'est une présentation que j'ai programmée en me disant que vous connaissiez peut-être pas complètement la Chine, mais il est fort possible qu'au contraire vous la connaissiez très bien. Et donc en fait, l'important, ce que je veux vous dire, c'est qu'elle est modulable, elle est modifiable cette présentation, et que évidemment on laissera beaucoup de temps pour les questions. Et je pense que c'est aussi ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui, une interaction directe, et moi aussi d'être un peu challengée dans les questions. Donc il y a une partie historique très importante qui va être en fait de revenir sur quelle a été la transition en 78, comment elle s'est passée. Vous dire aussi qu'on oublie trop souvent et trop en Occident qu'en réalité la Chine a commencé à se réformer bien avant l'Union soviétique, puisqu'on parle de 1978 et qu'on a tous en tête 86, la perestroïka et la glasnost, et quand Gorbatchev arrive sur la place Tiananmen en 89 et que ça se termine si mal, les Chinois le regardent avec des grands yeux en disant « nous, ça fait 11 ans qu'on se réforme ». Donc on oublie ça. On pense d'abord transformation de l'Union soviétique qui aurait été copiée par les Chinois, et en fait les Chinois disent « non, nous, on a commencé à se réformer bien avant ». Et ça a un impact extraordinairement fort précisément sur ce que la Chine va devenir, puisque s'étant réformée d'abord, regardant ce que l'Union soviétique a donné en 89, puis ensuite en 91 avec l'explosion de l'Union soviétique, les Chinois n'ont pas cessé pendant tout ce temps de regarder l'URSS et le monde communiste en disant on veut faire exactement l'inverse de ce que vous êtes en train de faire. Et donc ça, c'est un moment qui est très fort. Il faut revenir là-dessus sur le plan économique, et ensuite aussi parce que ce qu'a donné l'explosion de l'Union soviétique, la réaction chinoise de ne pas devenir l'Union soviétique a aussi pris une réalité politique très forte, puisqu'en 89, il y a eu Tiananmen, il y a eu le massacre de Tiananmen, et ils ont jusqu'à présent considéré s'il y avait une chose sur laquelle ils étaient d'accord, c'est qu'ils ne voulaient pas devenir un régime démocratique d'état de droit. Jusqu'à aujourd'hui nous disent, c'est pas tellement qu'on regarde le modèle soviétique, c'est qu'en fait on pense que la démocratie occidentale est un régime en pleine décadence et nous ne voulons pas ressembler à ça. Vous pouvez librement être qui vous voulez, mais nous avons un contre-projet, et ça sera la troisième partie, qui est le positionnement de la Chine dans le monde. Nous avons des contre-projets sous la forme des nouvelles routes de la soie. Nous avons un très grand contre-projet qui est placer la science au cœur de la puissance de l'État chinois. Donc ce qui est en train de devenir la Chine, c'est-à-dire qu'elle est en train de devenir une très grande puissance scientifique, une très grande puissance scientifique, tout ceci est important pour nous de le savoir, non pas pour regarder la Chine comme un miracle et nous comme un système en décadence, non pas pour la regarder comme une grande menace, mais pour comprendre précisément si la Chine ou pas invente notre futur, et sachant, si on considère que la Chine a la capacité d'inventer un futur et que nous sommes en opposition avec le projet qui est celui de la Chine, eh bien c'est aussi se retourner vers nos valeurs européennes, et savoir précisément jusqu'à quel niveau on peut coopérer ou pas avec la Chine. Voilà, c'est un peu, et évidemment cette partie-là, c'est la partie que je développerai le moins possible, puisque c'est celle qui, à mon avis, va peut-être être la source de notre débat. Donc sans plus attendre, j'essaye d'aller au cœur de ce que je voulais vous présenter, en vous expliquant quand même les deux photos que j'ai mises en introduction, qui sont deux photos
extraordinairement contrastées, comme vous pouvez le voir, non seulement parce qu'il y en a une en couleur et l'autre en noir et blanc, mais au-delà de ça, celle qui est en noir et blanc, eh bien, en fait, c'est une des scènes de la révolution culturelle, une de ces scènes de critique de masse qui avait lieu pendant la révolution culturelle et qui visait à détruire toute vie intellectuelle en Chine et au-delà de ça, tout modèle capitaliste. Et on est encore en 1976, 2 ans plus tard, un changement radical est adopté par le parti pour arriver à cette photo-là, qui, pour ceux qui connaissent Pékin, est une des photos de la modernité pékinoise, précisément 4 décennies plus tard. Donc ce contraste n'est pas qu'un contraste cosmétique, c'est véritablement ce que vivent les Chinois eux-mêmes. Et donc les Chinois les personnes chinoises, les individus en Chine ont vraiment conscience d'avoir en 40 ans vécu ce que sans doute l'Occident a connu en 150 ans. Et cette accélération du temps montre aussi illustre parfaitement à la fois les avancées de la Chine, qu'on a considérées comme un miracle, que les Chinois ne considèrent pas comme un miracle parce que c'est le fruit de leur travail, et aussi l'extrême brutalité de cette transformation chinoise en 40 ans. Alors, je crois que c'est comme ça. Voilà, super. Donc, l'idée, c'est de faire... Non, c'est pas du tout le micro, en fait. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire un arrêt sur image de ces 40 dernières années, de ces 4 décennies de réformes, de montrer les enjeux de la montée de la Chine dans le monde et enfin d'avoir un échange avec vous. Je pose 3 questions qui sont 3 questions très simples. La première question, c'est... Est-ce qu'on peut rationaliser ce qui s'est passé en 40 ans, en sachant que c'est une rationalisation a posteriori et qu'il faut faire très attention à cette rationalisation. Ce que je veux dire par là, c'est que si on se penche sur l'histoire chinoise ces 40 dernières années, c'est assez facile de dire voilà ce qu'ils voulaient faire. Et donc d'avoir une vision extrêmement linéaire en se disant voilà, en 78, ils savaient parfaitement ce qu'ils allaient devenir en 2010, et en 2020 et en 2030. Et j'attire votre attention là-dessus parce que le pouvoir chinois aujourd'hui est toujours dans cette logique qui projette la Chine jusqu'en 2049, pour une raison évidente, puisque ce sera le 100e anniversaire de la République populaire de Chine. Ce que je veux dire, c'est que par cette façon de présenter l'histoire chinoise comme si tout avait été prévu, comme si tout avait été conçu de façon linéaire, c'est en fait, il faut faire attention à ne pas rentrer dans un discours qui est éminemment politique et qui en fait structure beaucoup le rôle du Parti communiste et qui lui donne le beau rôle. Donc on peut rationaliser, c'est pas un problème, c'est la question des historiens. Simplement, il faut être absolument conscient que c'est une rationalisation a posteriori de 40 années qui en fait ont été non seulement brutales, mais particulièrement chaotiques. La deuxième question que je pose, c'est quelles sont les leçons qu'on peut tirer pour anticiper l'avenir de la Chine, au-delà de cette question qu'on a tout le temps qui est de dire « Ah, grande menace » ou « grand miracle », en fait, évidemment, la vérité est dans l'entre-deux. En gardant en tête qu'il y a vraiment l'idée d'une remise en cause du modèle occidental. Si modèle occidental il y a, c'est le modèle d'un capitalisme très particulier, qui est le capitalisme européen ou américain, donc ça en fait déjà 2. Et ensuite aussi le modèle d'état de droit, démocratie, une démocratie électorale et libérale. Et enfin, la troisième question, c'est quelles sont les perspectives pour le reste du monde de la montée de la puissance chinoise, en sachant que ce n'est pas une question de science-fiction, c'est qu'en réalité, la Chine, dès aujourd'hui, appartient à notre quotidien. Je blaguais tout à l'heure pendant le repas en disant si chacun de nous décidait d'enlever tout ce qui est made in China à la maison, on aura un petit peu de mal à simplement survivre, ou en tout cas notre niveau de confort serait bien moindre, d'accord ? Mais au-delà de ça, vous avez sans doute des enfants ou des petits-enfants qui souhaitent aller faire des études et qui considèrent comme parfaitement normal de faire un échange dans une université chinoise, quand bien même les universités chinoises, je vous l'indiquerai tout à l'heure, n'ont réouvert qu'il y a 40 ans. Voilà, donc nous avons des universités qui datent du Moyen-Âge. Certaines ne sont même pas dans le classement de Shanghai parmi les 20 premières. La Chine a ouvert ses universités il y a 40 ans. Il y en a déjà 2 qui sont dans le classement de Shanghai. Et ce n'est pas parce que c'est un classement chinois, il est aussi dans le classement des meilleures universités. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une accélération du temps. Alors j'avance, je voulais vous montrer 2 films, je ne suis pas sûre d'avoir le temps, je reviendrai éventuellement à la fin. Alors, un arrêt sur image qui est ce moment très important. Donc je vous ai dit décembre 1978, exactement le 18 décembre 1978, pendant 4 jours, le comité central du Parti communiste chinois se rassemble. Et en fait, c'est le terme de 2 années de transition politique qui ont été
relativement douces, enfin, c'est-à-dire qui ont été relativement peu violentes comparativement à l'époque maoïste. C'est ça qu'il faut avoir en tête, d'accord? Donc 76, c'est deux personnalités chinoises clés qui décèdent, c'est Zhou Enlai, le Premier ministre, et le président Mao. Une succession politique qui avait été conçue par Mao et qui ne sera pas respectée, puisque le successeur de Mao est écarté. Deng Xiaoping revient au pouvoir, et Deng Xiaoping, ça fait 20 ans qu'il a, avec Zhou Enlai, le projet de transformer la Chine, une Chine qui est dans une situation de chaos absolu. C'est la misère totale. La Chine en 76, c'est une Chine de misère. C'est une Chine dans laquelle les gens enfin, il y a eu une connaissance de famine depuis 20 ans. Il n'y a plus d'université, il n'y a plus d'intellectuels, il n'y a plus de production industrielle. Vraiment, c'est la Chine année zéro. D'accord ? Les dates principales pour vous à retenir, je vous ai indiqué 77 pour le retour d'entrée à l'université, mais en 78, il y a l'idée que la pratique, c'est le critère de la vérité. Alors, ça paraît être un jargon incroyable, un jargon qui a été raillé par l'auteur Simon Leys, que certains d'entre vous ont sans doute lu. En tout cas, ceux qui ne l'ont pas encore lu, c'est vraiment l'une des lectures fondamentales à faire sur la Chine encore aujourd'hui. L'idée est de dire, on va arrêter d'idéologiser notre rapport au développement chinois et on va se baser sur les faits. Et Deng Xiaoping impose qu'en réalité, le pragmatisme, c'est du socialisme. Alors, très souvent, on dit les Chinois ils sont issus d'une culture pragmatiste. Je ne vois pas du tout ça. En réalité, à un moment politique donné de l'histoire du communisme, il a été considéré comme raisonnable. Il y a eu une prise de pouvoir de la part de Deng Xiaoping pour imposer que le pragmatisme devait être la voie du développement de la Chine. Ensuite, donc ce qu'on appelle en Chine les 4 modernisations ou la politique de réforme et d'ouverture, qui concerne 4 domaines. Le domaine de l'agriculture d'abord, ensuite le domaine de l'industrie, le domaine de la défense et le domaine des sciences et des technologies. Deng Xiaoping impose que pour que la Chine sorte de la pauvreté, parce que c'est vraiment l'objectif, il faut 1. Réformer l'agriculture, 2. S'attaquer à l'industrie, 3. Avoir une politique de défense qui soit celle d'un État moderne. Et en 78, la Chine s'engage dans une guerre contre le Vietnam et va être totalement battue par le Vietnam, qui est un pays également pauvre et beaucoup moins peuplé. Et ensuite, les sciences et les technologies, puisque la Chine avait développé des politiques scientifiques et un écosystème scientifique extraordinaire entre la fin du 19e siècle et 1949, lorsque Mao prend le pouvoir, que pendant 40 ans, entre 49 et 78, pendant 30 ans, il n'y a plus de politique scientifique à part la politique scientifique militaire, donc une science à l'usage du militaire. Et enfin, en 1979, une réunion du comité central décide de réfléchir à ce qu'on va faire pour quel est le discours politique que l'on va officiel que va tenir le Parti communiste chinois à propos de l'époque maoïste, comme vous savez, qui a été caractérisée par toute une série de campagnes politiques de masse. Vous connaissez le Grand Bond en avant, vous connaissez les 100 fleurs, et la dernière de ces campagnes politiques, c'est évidemment la révolution culturelle, 66-76, 10 années de chaos total, de destruction culturelle massive, un nombre incalculable de morts, et donc en fait, le régime chinois à ce moment-là dit il faut qu'on porte un discours par rapport à celui-là, et ils acceptent de l'appeler le désastre national. Le terme qui est utilisé en chinois est le même terme, par exemple, qui est utilisé par les historiens chinois pour qualifier la Shoah, par exemple. C'est vous dire ce que ça signifie dans l'histoire politique chinoise. C'est un désastre national, mais on considère qu'en fait Mao n'a pas été complètement responsable de ses actes, qu'il a été mal conseillé, notamment par son épouse, et donc ça va donner lieu au procès de la bande que moi j'appelle la bande des 5, puisqu'il y a la bande des 4 qui sont les 4 idéologues du parti, plus Madame Mao, et on va transférer la culpabilité de Mao sur la personne de Madame Mao dans le cadre d'un procès. Ce procès, je fais très rapide, mais il est important parce que Deng Xiaoping a souhaité qu'il y ait un procès pour indiquer que non seulement il y aurait des réformes et d'ouverture, mais que la nouvelle Chine, celle qui allait lutter contre la pauvreté, elle allait aussi construire un système juridique. Donc on est vraiment dans une ouverture importante. Et puis enfin, la période 1978-1983, donc notez bien 78, on est 8 ans avant la perestroïka. On est 8 ans avant des réformes très importantes en Union soviétique. Et donc, il y a une volonté. Elle se passe relativement bien, cette transition au sein du parti, sauf dans la société. C'est-à-dire que la société chinoise, qui est une société héritée du maoïsme, c'est en fait une société qui est ultra politique, qui est ultra politisée. Et quand je dis société, je pense à la société urbaine en particulier, à la société des jeunes gens qui ont été déplacés pendant la révolution culturelle, qui retournent chez eux
et qui retrouvent la pauvreté dans les villes, qui n'ont pas eu accès à l'éducation, qui sont ce qu'ils appellent la génération sacrifiée. Et c'est très important que vous ayez en tête cette génération sacrifiée, parce que la génération de sacrifiés de cette époque est celle qui tient la Chine aujourd'hui, et Xi Jinping est issu de cette génération dite sacrifiée. Et cette génération sacrifiée qui en fait c'est une génération d'animaux politiques, ce sont des jeunes qui depuis qu'ils sont enfants ne savent faire qu'une chose, c'est combattre leurs professeurs, c'est écrire des slogans dans la rue, c'est combattre contre des intellectuels, etc. Et c'est une génération qui va demander la démocratisation et qui va demander à Deng Xiaoping une cinquième modernisation, la démocratisation de la Chine, ce qui va donner lieu au printemps, le printemps de Pékin en 1979, qui va évidemment être totalement balayé, qui va être réprimé. Et toutes les années 80 sont des années pendant lesquelles la jeunesse chinoise ne cesse de demander la démocratisation. Ce qui fait que nous, occidentaux, quand on se rappelle de 1989, si on n'a pas ce recul historique, on ne peut pas comprendre que cet événement, il n'arrive pas comme ça de rien. En fait, c'est le fruit de très très longues demandes vers la démocratisation de la Chine. Et en réalité, le gouvernement chinois est très clair. S'ils sont d'accord pour le pragmatisme sur le plan économique, ils refusent tout changement politique, c'est-à-dire qu'ils refusent de changer de régime en indiquant que s'il y a des transformations, ces transformations se feront au sein de la République populaire de Chine, c'est-à-dire au sein du Parti communiste chinois, dans un cadre idéologique qui reste très très maintenu. C'est pour ça que quand on parle de pragmatisme, en réalité, c'est un pragmatisme politique qui est très étudié. Alors les quatre principes de Deng Xiaoping sont clairs, et je vous ai mis donc à la fois la photo de Deng Xiaoping parce que c'était le héros, c'était le Gorbatchev de l'époque, c'est-à-dire que c'était celui qui allait moderniser la Chine. Et la raison pour laquelle il y a cette photo du chat blanc et du chat noir, c'est pour vous rappeler en clin d'œil cette phrase qu'on connaît tous et que tous les Chinois connaissent aussi, lui disant peu importe que le chat soit blanc ou noir, l'important c'est qu'il attrape des souris, les souris étant pour autant qu'on sorte de la pauvreté et qu'on crée de la valeur ajoutée, qu'on crée de la croissance, peu importe la façon de le faire. Et c'était une définition très imagée du pragmatisme chinois. Mais lui, il dit la voie socialiste, la dictature du peuple, le rôle du Parti communiste chinois et la pensée Mao, plus le marxisme-léninisme, plus etc., ça reste vraiment le catéchisme du Parti communiste. Il ne faut pas oublier ça. Les réformes économiques, je vous ai mis une phrase qui, à mon avis, résume bien les choses, c'est que dans la réforme économique, il y a une centralisation politique, c'est-à-dire c'est le Parti communiste chinois qui décide, c'est Pékin qui décide. Par contre, il y a une décentralisation économique, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité dans les collectivités locales d'appliquer la politique qui vient du centre de la façon dont ils le souhaitent selon les conditions locales. Pour faire très vite, je vous ai résumé les choses en 4 séquences qui me semblent assez respectueuses de ce qui s'est passé sur le plan historique, de 78 à aujourd'hui. La première phase qu'on oublie souvent, c'est que de 78 à 84, les villes ne sont pas du tout touchées en Chine par la réforme. La première chose, c'est sortir la campagne et le monde paysan de la pauvreté. Donc la décollectivisation, donc l'ouverture économique dans les campagnes, c'est la première phase de la réforme chinoise. Et ce qui va arriver en 83-84, c'est que les villes résistent en disant mais l'écart de niveau de vie est plus important à la campagne qu'il n'est dans les villes au milieu des années 80. D'où la croissance, et en raison de la croissance de mouvements anti-parti communiste dans les villes, qui s'explique par le printemps de Pékin, par les différentes révoltes contre le parti, alors Deng Xiaoping dit il faut aussi s'attaquer aux villes. Donc c'est pour ça que si on rationalise a posteriori, on a l'impression que le gouvernement chinois avait prévu d'abord les campagnes, puis les villes. En fait, la réaction d'aller dans les villes est pour éviter vraiment une lutte politique, une opposition politique croissante. Donc qui dit réforme dans les villes dit aussi réforme des entreprises d'État. Et ça, c'est très important. Les entreprises d'État étaient le premier employeur chinois, ce qui veut dire entreprise d'État qu'en fait, on libéralise le marché. Il y a une création des petits entrepreneurs privés. Et là, si vous aimez la culture chinoise sous la forme des romans chinois, du cinéma chinois, vous avez les meilleurs films et les meilleurs romans de cette époque qui parlent précisément de ça. Ces petits entrepreneurs privés qui vont devenir leurs propres patrons, qui vont employer, qui vont découvrir ce qu'est le capitalisme. Et là aussi, le contraste est saisissant 30 ans plus tard avec la réalité chinoise quand vous avez Alibaba, Tencent, Huai'er, etc.
Troisième époque, c'est la troisième étape est une étape cruciale, 1992-2001. Pourquoi? Parce que là, il y a une volonté du gouvernement chinois qui est très claire, qui est qu'ils ont compris l'intérêt pour la Chine d'accéder à l'OMC, d'entrer à l'OMC. Ils étaient dans le GATT, puis ensuite ils ont voulu entrer à l'OMC. Mais qui dit entrer à l'OMC? Il y a deux choses qui sont importantes à souligner. L'Organisation mondiale du commerce implique certaines règles juridiques, certaines règles économiques. Vous pouvez être ou pas un capitalisme d'État, vous pouvez être ou pas un socialisme privatif ou privé comme se définissaient les Chinois, mais il y a quand même quelques règles à observer. Règles qui étaient extrêmement difficiles pour Deng Xiaoping et son équipe à imposer à la Chine pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire qu'il avait aux côtés de lui quand même des gens qui se disaient le pragmatisme c'est bien, mais nous on a l'impression qu'on va vers la fin du Parti communiste chinois et plus on ouvre économiquement, plus on est certain de finir comme l'Union soviétique avec non seulement le Parti communiste n'est plus le leader du pays, mais en plus il y a l'explosion du pays. Face à une opposition interne croissante au sein du Parti communiste chinois, il est allé chercher l'Organisation mondiale du commerce comme une façon de réformer la Chine en disant c'est pas nous, c'est l'extérieur. Si on veut être une grande puissance mondiale, il faut qu'on soit membre de l'Organisation mondiale du commerce. Et ceci, on va le faire en 3 étapes. Je vous épargne les étapes, mais ces étapes ont permis la construction d'un système juridique chinois, ont permis d'imposer aux provinces, aux gouverneurs locaux qui étaient contre cette réforme et qui voyaient plutôt un modèle de développement à l'Union soviétique, ont permis de développer complètement ce qu'a été la Chine. Et enfin, la dernière partie, c'est une fois la Chine entrée à l'OMC, parce qu'en fait, il y avait aussi la volonté de se démarquer d'un lien de dépendance avec les États-Unis qui, chaque année, décidaient ou pas s'ils allaient continuer à faire du commerce avec la Chine. Une fois que la Chine entre à l'OMC, décembre 2001 jusqu'à aujourd'hui, là on a l'explosion, on est face à une explosion de l'économie chinoise et une économie qui est totalement globalisée. Et quand je vous disais, vraiment l'économie chinoise fait partie de notre quotidien. Que vous regardiez le taux d'investissement étranger en Europe, que vous regardiez le nombre, la communauté française en Chine par exemple. On a pratiquement, nous avons 50 000 ressortissants sur le territoire chinois si on compte Hong Kong, la République populaire de Chine, la Chine continentale, et puis Taïwan en tant que tel, et un nombre incroyable d'emplois en France et en Europe qui dépendent du marché chinois. D'accord ? C'est un exemple parmi d'autres. Mais si je vous fais le lien entre la Silicon Valley et Zhongguancun, qui est la banlieue chinoise, et les parcs technologiques high-tech, le niveau de dépendance entre le Royaume-Uni et la Chine, le Royaume-Uni qui nous quitte, et qui nous quitte pour la Chine. Ça aussi, c'est un débat intéressant. C'est-à-dire que ce n'était pas prévu comme ça, mais la Chine devient l'alternative du Royaume-Uni dans cette période de Brexit. Bref, la Chine est absolument partout. Et ça, c'est ce qui s'est produit vraiment au début du XXIe siècle dans une Chine qui est post-OMC. D'accord ? Je ne sais pas du tout l'heure qu'il est, donc j'avance, vous me direz. Je ne sais pas jusqu'à quand. Alors, quelques résultats, parce que voilà le plan d'ensemble, voilà ce qui s'est passé. Alors, en termes de résultats, qui sont des résultats quantitatifs, je voudrais vous montrer à la fois des résultats. Le premier résultat est le plus important, et c'est aussi la raison pour laquelle il est si difficile d'avoir un discours blanc ou noir vis-à-vis de la Chine, mais en fait qu'il faut avoir un discours nuancé. Pourquoi ? Parce que la Chine est le premier pays qui contribue à la lutte contre la pauvreté dans le monde. A été depuis 20 ans le premier pays qui a lutté contre la pauvreté. C'est-à-dire qu'en luttant contre la pauvreté en Chine, dans ce pays qui constitue un 5e, un 6e de l'humanité, elle a en fait fait considérablement chuter le taux de pauvreté dans le monde. Donc taux de pauvreté qui chute, en même temps taux d'inégalité qui explose, et en même temps crise environnementale incroyable, en même temps indice de développement humain incroyable, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes femmes à l'école, de jeunes filles à l'école, il n'y a jamais eu autant de diplômés au niveau doctorat en Chine. Voilà, la situation, elle est extraordinairement contrastée, et ce contraste-là, et ils nous disent en réalité, c'est le fruit de notre efficacité. Et en particulier, c'est le fruit du fait de la logique efficace et autoritaire de notre régime politique. Et l'argument des autorités chinoises est de dire, si nous avions été une démocratie libérale, ouverte, jamais nous n'aurions pu accéder à ce type de développement économique. Avec un argument qui est encore plus compliqué, qui est de nous dire, regardez l'Inde, qui est notre voisin, si on utilisait le système politique indien pour lutter contre la pauvreté chinoise, il faudrait attendre d'être en 2150 pour avoir de quoi assurer le niveau d'une classe moyenne. Donc ce sont des questions qui sont très difficiles, très importantes, et qu'il ne faut pas regarder uniquement d'un côté noir ou blanc. Alors, en termes de croissance économique, si on prend sur les 40 dernières années, on est pratiquement à 10% de croissance en moyenne, ce qui veut dire aussi
qu'il y a certaines provinces qui ont connu des taux de croissance de 25%, de 20%, de 15%, d'autres beaucoup moins. Il y a des années aussi, et la Chine ne cesse, enfin voilà, ils sont entre 6,5 et 7% de croissance, ce qui est une catastrophe nationale en Chine qui nous ferait absolument rêver. Mais donc on est dans une situation de décroissance, mais les années 90, y compris au début des années 2000, y compris avec l'ouverture du marché à l'OMC, ont été des années de croissance économique sans nom. Et vous le voyez évidemment au niveau de la qualité de vie des citoyens en Chine, qui est la première chose qu'ils vous diront. C'est-à-dire que beaucoup sont la première génération à acquérir une automobile, par exemple, à avoir une auto dont les enfants vont à l'université, qui vont à Paris pour leur lune de miel, voilà, je prends des exemples un peu parlants, et évidemment, leurs parents à eux, leurs grands-parents n'ont absolument aucun souvenir, parce que c'était pendant la révolution culturelle, de leur mariage avec l'interdiction qui était à l'époque de prendre des photos, et leurs propres parents, en fait, ils ont travaillé, trimé jour et nuit pour pouvoir accumuler ce qui permet aujourd'hui à cette génération de pouvoir être une classe moyenne. Donc vous voyez, en 40 ans et en 3 générations au sein d'une même famille, il y a une accélération incroyable. Donc croissance économique très forte, 400 millions au moins de personnes sorties de l'extrême pauvreté. Quand on interroge le gouvernement chinois, qui donne les chiffres aussi au niveau de l'OCDE, sur le nombre de pauvres en Chine, d'extrêmes pauvres, ils estiment à entre 30 et 50 millions de pauvres, ce qui est considéré comme étant très 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 faible à l'échelle de toute l'histoire de la Chine. D'accord ? Ensuite, le premier exportateur de biens manufacturés, et en termes d'indice de développement humain, je pourrais développer encore plus, mais celui qui est souvent le plus... Il y en a 2 qui sont importants dans ce qu'on appelle l'IDH, l'indice de développement humain. Il y a 2 éléments importants, c'est l'espérance de vie d'une part, et puis c'est le taux de scolarité, le taux de scolarisation. La Chine est incroyable par rapport à cela. Si vous regardez l'espérance de vie en 1949 était de 35 ans, et en 2018, elle est en moyenne de 82 ans, hommes-femmes confondus, ce qui est considérable. Et c'est un argument qu'il donne aussi lorsqu'on compare avec l'espérance de vie dans l'ex-Union soviétique, dans la Russie d'aujourd'hui, qui ne cesse de chuter. D'accord ? La scolarisation est très importante, etc. Maintenant, c'est une sortie... Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on compare, en fait, pardon, c'est la Banque mondiale, donc c'est chiffre de la Banque mondiale, donc il n'y a pas l'équivalent en français. Mais ce qui est très intéressant, effectivement, c'est de voir ici, c'est exactement, il n'y a pas de lumière, alors, pardon. En tout cas, sur la gauche, ce que vous pouvez voir, c'est la baisse de la pauvreté dans le monde, et à droite, l'implication de la Chine, c'est-à-dire que si on peut, comme ce que je disais tout à l'heure, attester du fait qu'il y a en fait une baisse de la pauvreté, de l'extrême pauvreté dans le monde, c'est essentiellement grâce à la Chine. Et si le même graphe avec l'Inde ne vous donne pas les mêmes chiffres, d'accord ? La pauvreté et l'inégalité en Chine, ça c'est ce qui est très très important. C'est-à-dire que vous avez une baisse considérable du pourcentage de la population qui est pauvre, et en même temps, paradoxalement, ou en même temps, vous avez, on n'ose plus dire en même temps maintenant, alors que ça appartient au vocabulaire courant avant, pendant, après, mais voilà. Donc, et en même temps, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir ce qu'on appelle l'indice de Gini qui mesure les inégalités. Cet indice ne cesse d'augmenter. Alors ça, c'est très très important. C'est très important. Ce qui veut dire qu'en réalité, tout le monde est tiré vers le haut, mais qu'il y en a qui sont tirés beaucoup plus vite que les autres, et beaucoup mieux que les autres. Et derrière, il y a quoi ? Il y a la question de la corruption. Derrière, il y a la question des inégalités entre les villes et les campagnes. Derrière, il y a une source potentiellement, d'après le gouvernement chinois ou avec le regard occidental, de jacquerie, d'opposition au parti communiste chinois, etc. En réalité, c'est plus compliqué, puisqu'il n'y a pas en Chine... les Chinois d'aujourd'hui, la population chinoise d'aujourd'hui vit depuis des décennies avec l'idée qu'il faut se débrouiller seul, qu'on ne dépend pas de l'État, et qu'on se débrouille en famille, on se débrouille au niveau des villages, mais qu'on ne dépend pas de l'État. Et donc il y a aussi beaucoup moins de contestation contre le parti sur cette question de l'inégalité, pour autant que tout le monde monte, pour autant qu'il y ait vraiment une croissance globale. Donc tant qu'il y a une croissance vers le haut, tant qu'il y a vraiment une émulation qui fait que on peut voir de façon extrêmement pratique le fait que la qualité de la vie mesurée d'un point de vue purement matériel, en fait, elle s'améliore. Il y a au contraire, contrairement à ce qu'on croit en Occident,
la constitution d'une classe moyenne supérieure qui soutient le régime chinois et qui est le premier à être très conservateur et à ne pas vouloir de réforme politique. Je pense qu'on on fait souvent une erreur de jugement en Occident en se disant plus il y aura de libéralisation économique, plus les classes moyennes sont éduquées et plus elles vont vouloir une ouverture politique, en particulier lorsqu'elles sont passées du temps en Occident et qu'elles reviennent. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc cette inégalité sociale, elle peut s'expliquer. Et je crois que j'ai prévu un slide. Alors, ça c'est bon. Je voudrais vous expliquer la raison pour laquelle, parce que souvent on dit qu'il y a beaucoup d'inégalités en Chine, mais on ne comprend pas bien pourquoi. Alors les inégalités, elles se mesurent à quoi ? Elles se mesurent, est-ce qu'il y a ou pas un système de sécurité sociale? Est-ce qu'il y a ou pas un accès à l'éducation? Est-ce qu'il y a ou pas des banques, un système bancaire, etc. Alors ce qui s'est passé, quand je vous disais il y a une centralisation politique et il y a une décentralisation économique, ce que je veux dire par là, c'est que le gouvernement chinois peut décider que tous les citoyens chinois, ce qu'ils ont fait, doivent avoir un système de santé et un système de sécurité sociale. Ça, c'est une décision qui vient de Pékin. Maintenant, si vous êtes à Shanghai, ou si vous êtes à Chongqing, ou si vous êtes dans le Xinjiang, par exemple, la municipalité, la province, doit mettre en œuvre une politique qui vient du centre. Et vous la mettez d'autant plus en œuvre que vous avez des ressources locales. D'où viennent les ressources locales? Elles viennent des investissements directs étrangers. Elles viennent de la capacité des provinces à pouvoir attirer des investisseurs étrangers ou des investisseurs chinois qui vont s'installer et donc, taxe d'apprentissage, taxe de tout ce que vous voulez, enfin en tout cas, il y a des ressources locales. Et donc en fait, les municipalités peuvent plus ou moins s'offrir et offrir à leur population un système de santé, un accès aux soins, un accès à l'éducation, etc. Donc l'écart entre les provinces, dans les provinces, entre les villes est absolument considérable. Et c'est ce qui est marqué, ce qui est indiqué précisément sur ce graphe. C'est-à-dire ce que vous voyez à gauche, c'est la part du centre ou des localités dans le revenu. À savoir qu'en fait, ce que vous voyez, c'est que les localités qui sont en violet, eh bien les localités, leur revenu ainsi que le centre, il est égal. Par contre, les dépenses des localités augmentent. C'est-à-dire qu'en gros, dans les années 70 et 80, Pékin pouvait dire, vous mettez en place, vous ouvrez une université, donnez l'argent aux municipalités pour ouvrir leur université, et progressivement, le centre s'est désengagé, laissant les provinces et les municipalités mettre en place les politiques publiques décidées par le centre, mais sans en donner le budget qui allait avec. Et donc, quand vous venez, si vous êtes un Chinois qui habite dans une région riche, eh bien, vous disposez de toutes les politiques publiques possibles. Et si vous êtes dans une localité qui ne peut pas disposer d'argent pour financer les politiques publiques, eh bien, vous ne disposez pas de ça. Et donc, ce qui veut dire que 100% de votre revenu est mobilisé pour obtenir ces biens fondamentaux qui sont l'accès l'accès aux soins, l'accès à l'école, etc., créant des inégalités absolues. Et vous savez qu'en Chine, il existe deux régimes de citoyenneté, c'est comme ça. C'est comme s'il existait un passeport intérieur qui s'appelle un permis de résidence. Et si vous êtes du monde rural ou si vous êtes du monde urbain, ce n'est pas du tout la même chose. Et ce passeport intérieur vous donne accès ou pas à tout un tas de services qui sont justement les soins, la scolarité, etc. Donc les inégalités entre les citoyens chinois sont absolument phénoménales, même si la Constitution indique qu'il y a égalité de traitement entre tous, ce n'est absolument pas le cas. Alors ça, c'est un point important. L'indice de développement humain, vous voyez, ce qui est extraordinaire dans les statistiques chinoises, c'est qu'elles sont toujours, comme on dit, significatives. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas douter et vous demander comment vous pouvez les analyser. Elles sont radicales, d'accord ? Et l'indice de développement humain, vous voyez, entre 1980 et 2014, il ne cesse d'exploser. Et donc l'indice de développement humain, c'est ce qui mesure, encore une fois, la part, notamment l'accès à l'école, mais la place des filles à l'école, l'accès aux soins, etc., etc. Bon. Tout ceci a un prix, et ça vous le savez parfaitement, c'est la crise environnementale. Enfin, pour avoir vécu, et encore pour être de retour, je suis de retour en France depuis le mois d'août. Oui, mois d'août. Vivre à Pékin, c'est quand même, il faut faire un petit check-up sur les poumons assez régulièrement. Et puis voilà, on est quand même très très étonné. En fait, on devient totalement, en réalité, on est très résilient et on devient assez, insensible. Et il faut que ça passe à des taux de pollution de, je sais pas, quand on arrive à un indice de 450, on se dit que ça commence à être un peu dangereux. Mais voilà, donc je sais qu'on blague beaucoup dans la communauté française à Pékin lorsque Paris râle parce qu'il fait il y a 50 indices de pollution sous la Tour Eiffel, où on se dit c'est la campagne, c'est parfait. Donc il y a vraiment dans les grandes villes chinoises un problème de pollution énorme. La question c'est
Le gouvernement chinois en est-il conscient? Oui. Le gouvernement chinois fait-il quelque chose? Oui. Ce n'est pas un problème ni de conscience, ni de ce n'est plus un problème de reconnaissance, ce n'est plus un problème de connaissance. C'est vrai que ça l'a été longtemps. Là, maintenant, la Chine est face à la même contradiction que nous, mais à une échelle incroyable, qui est consommer moins ou respirer mieux. C'est un peu... Et en fait, cette contradiction que nous n'avons pas résolue, mais qu'ils rencontrent à une échelle incroyable. Voilà. Et, par exemple, il y a à Pékin la mise en place. Le gouvernement pékinois a mis en place le système d'alternance pour les autos. Comment on appelle ça la conduite alternée, c'est ça en France? Oui, la conduite alternée. Et donc, ils n'ont pas été en mesure pendant très longtemps de le mettre en place, puisqu'il y avait une association de consommateurs qui râlait en disant... En gros, on n'a pas de démocratie libérale, mais on est propriétaire. Moi, j'ai acheté mon auto, c'est pas pour l'utiliser 6 jours par semaine. Dans mon contrat, il y a qu'elle est à moi. Et donc, refus absolu, avec un rapport à la citoyenneté, au bien commun, dans toutes ces sociétés post-communistes. Donc, c'est très, très intéressant. Parce qu'il y a même un problème de prise de conscience, vraiment un problème de conscience des citoyens chinois eux-mêmes de la gravité de la situation. D'accord ? La participation de la Chine à la COP21, qui fait aussi que sans la Chine, on ne peut pas régler un grand nombre de problèmes globaux, y compris la question environnementale, montre aussi la difficulté qu'il y a avec ce partenaire chinois et que les choses ne sont pas, encore une fois, ni noires ni blanches. Donc la crise environnementale, elle est considérable. Alors, je vous ai mis ce petit drapeau, qui est un petit clin d'œil. Donc, la Chine est faisant face à cette crise environnementale incroyable. Le gouvernement chinois ayant vraiment institutionnalisé une politique de lutte contre la crise environnementale, beaucoup pensent que c'est finalement le Parti communiste chinois est aujourd'hui le parti écologique le plus important de la planète. Alors c'est un peu un clin d'œil, voilà, mais c'est un clin d'œil tout simplement pour dire que voilà, il y a quelques chiffres aussi qui sont assez étonnants. C'est que si c'est 22% de la population mondiale, vous avez les chiffres en termes de terres arables, de ressources en eau et de forêts. En gros, la Chine est en train de se réduire considérablement, son espace vital est en train de réduire considérablement, raison pour laquelle aussi l'achat de terres en Amérique latine, en Afrique, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, est devenu absolument indispensable pour la Chine. Raison de plus aussi pour regarder ce que fait la Chine, et là aussi la Chine vraiment implique notre quotidien. Alors, ça, la pollution des villes chinoises en comparaison avec le monde, la Chine et l'Europe, avec une projection qui est 2000 et 2030. Donc le vert en 2000 et le bleu en 2030. Donc le 2030, évidemment, 2030, c'est juste demain. Hein. Et donc si on compare entre la Chine et le reste du monde, vous voyez bien qu'effectivement, la pression sur la Chine est absolument considérable. D'accord ? Autre chiffre, bon, ça je vous épargne les villes chinoises les plus polluées. Enfin, oui, je vous épargne les villes chinoises les plus polluées. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que, encore une fois, la question n'est plus est-ce que le gouvernement chinois est conscient de la situation. En réalité, ils sont effrayés de deux situations. C'est à la fois qu'il y ait une crise économique en Chine, qui soit issue de la bulle immobilière en particulier. Et si on passe de 7% de croissance à 2% de croissance, là, on sera vraiment dans une logique de quasiment insurrectionnel. Donc c'est vrai que le miracle chinois, dont on dit souvent que où la Chine va exploser, etc. Enfin, c'était beaucoup les livres des années 80, 90, 2000. Un jour, ce sera vrai, hein. Mais voilà. Mais en tout cas, il y a cette première tension. Et la deuxième tension, c'est la crise environnementale très forte. Parce qu'en fait, il y a aussi des réfugiés climatiques à l'intérieur, au sein même de la Chine, d'accord ? Donc, en fait, si on déploie... Alors, ce qui est très paradoxal... il y a deux choses que je voudrais vous dire. La première, c'est que la crise environnementale chinoise, elle est le fruit de la modernisation, elle est le fruit du passage à un capitalisme forcené, mais elle est aussi l'héritage du maoïsme. C'est-à-dire qu'en 1978, quand Deng Xiaoping devient le maître à bord, en fait, il est face à un pays qui est complètement détruit sur le plan environnemental. La première loi que le gouvernement chinois a votée à post-Mao, c'est une loi de protection de l'environnement. Donc il y a aussi cette dimension. Tous les régimes post-soviétiques sont des régimes qui ont subi, qui réalisent que le soviétisme a aussi eu une contrainte, a joué un rôle extrêmement fort et sous la forme d'une contrainte sur l'environnement. Donc ça, c'est très important. Donc ce n'est pas uniquement 40 ans. Les 40 dernières années ont accéléré un processus qui, en fait, date depuis 1949. C'est vous dire l'état environnemental dans lequel est la Chine. Au-delà de la destruction du patrimoine culturel pour ceux qui sont allés en Chine et qui cherchent désespérément des traces du passé.
D'accord? Parce qu'il y a aussi ce paradoxe entre un ultranationalisme qui affiche une culture chinoise sempiternelle et en fait aucune trace du passé quasiment qui reste. D'accord? Donc il y a ce paradoxe. Je vous ai mis simplement cette indication pour vous dire que le gouvernement chinois a aujourd'hui une volonté, une politique extrêmement ambitieuse de protection, enfin en tout cas c'est affiché comme la protection de l'environnement, mais c'est surtout arrêter une forme de crise environnementale qui va véritablement vers la fin écologique de ce pays. D'où l'implication de Xi Jinping dans la COP21, c'est-à-dire qu'il fait aussi voilà, le good guy, comme on dirait, parce que ça fait partie des intérêts de la Chine qui sont des intérêts directs. Et alors je vous ai mis quelques petites photos, ça permet de faire une petite pause. Et en même temps, les citoyens chinois, ils aspirent à un mode de vie, à un niveau de confort qui est celui qu'on leur propose, qui est celui du monde occidental. Et qui est aussi complètement dans l'idée qu'ils se font de ce qu'est le confort et qu'ils évaluent aussi à un modèle américain. Donc je vous ai mis quelques photos ici, c'est ce qu'on appelle, Xingfuzhun, c'est ce qu'on appelle le village du bonheur. Alors le village du bonheur est un village que j'ai eu l'honneur de visiter dans la province du Zhejiang. Alors ça c'est extraordinaire, donc j'y suis évidemment y allée un peu comme un anthropologue, en regardant comme si c'était une fourmi sous un microscope. Dans le sens où on est arrivé dans ce village, qui était évidemment organisé, et c'est en fait le prototype des banlieues chinoises, un peu chic, qui sont vraiment les prototypes des banlieues occidentales, américaines ou européennes, avec l'idée qu'effectivement il faut le confort absolu qui sont des écrans géants, des voitures à n'en plus finir, des pavillons qui font 300-400 mètres carrés, etc. Et au minimum, un pavillon par famille, évidemment, et au minimum, une auto par famille. Évidemment, vous imaginez à 1,450 milliard d'habitants, bon, on enlève les enfants, ça fait plus que les adultes, mais même, c'est absolument insoutenable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette tension permanente entre le projet politique du Parti communiste chinois qui est non plus lutter contre la pauvreté, mais qui est assurer un confort de vie aux classes moyennes et supérieures, et à celles qui ne sont pas encore moyennes, de les amener vers là, et en même temps, cette nécessité absolue d'arrêter cette course en avant vers toujours plus de confort, mais qui en même temps est exactement le modèle que nous renvoyons aussi. D'accord ? Alors, tout ça, le volet politique, 40 ans de réforme et d'ouverture, et quid de la réforme politique ? Parce qu'en fait, vous voyez bien que les choses sont assez contrastées. À savoir, si on pense depuis 40 ans sur le plan économique en termes de lutte contre la pauvreté, je crois qu'il est assez clair de dire que c'est un succès historique remarquable. Mais à l'inverse, si vous voulez, au niveau de la réforme politique, eh bien, en fait, il y a une régression considérable. C'est-à-dire que la politique chinoise aujourd'hui, telle qu'elle se dessine, est une politique, et le gouvernement chinois aujourd'hui, ce qu'il arrive à mettre sur l'agenda, les grands projets politiques qui sont les siens sont des projets politiques qui comment dire, enfin, ce que je veux dire, c'est que toutes les questions de séparation du parti et de l'État, de la question de la démocratisation, de la place de la société civile, etc., les médias sont des sujets qui sont désormais totalement tabous en Chine, alors qu'ils n'étaient pas tabous il y a 40 ans, au moment de l'ouverture post-maoïste de la Chine. Donc c'est véritablement une contradiction. Alors, je voudrais revenir très très vite. Il y a une petite faute pardon. Je voudrais revenir très très vite pour que vous ayez une idée de comment l'histoire chinoise se raconte. L'histoire de la République populaire depuis 1949 se raconte. L'histoire officielle, c'est de dire qu'il y a des générations de dirigeants chinois depuis 1949. En fait, c'est totalement construit comme histoire, mais c'est l'histoire qui est présentée. Donc, il y en aurait 5. La première, évidemment, c'est celle qui commence avec Mao Zedong quand il instaure la République populaire. Ensuite, on a Deng Xiaoping. Ensuite, il y a Jiang Zemin, Hu Jintao et le dirigeant actuel qui est monsieur Xi Jinping, qui est né en 1953 et qui vient de cette génération de la Révolution culturelle. D'accord ? Lui a beaucoup souffert pendant la Révolution culturelle et a un rapport, ainsi que tous ses collègues, extraordinairement ambigu avec le maoïsme. La grande question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on est dans un retour vers le maoïsme, compte tenu de l'espèce de forme de culte de la personnalité qui était celui de l'époque Mao et qui semble revenir, de la centralisation extrême du pouvoir de l'époque Mao qui semble revenir aussi, voilà, de l'absence l'absence de reconnaissance d'institutions qui sont intermédiaires entre les citoyens et le Parti communiste. Enfin, tout ça ressemble au schéma de l'ère maoïste. D'accord ? Donc ces 5 générations-là
elles ont apporté quelque chose à chaque fois différent selon les générations, mais Deng Xiaoping, Jiang Zemin et Hu Jintao jusqu'à aujourd'hui, entre Deng Xiaoping et Xi Jinping, il y avait une continuité très forte sur ce que voulait devenir le Parti communiste chinois. Et il semble aujourd'hui qu'il y a une vraie différence avec le dirigeant Xi Jinping, en particulier depuis qu'au printemps cette année, il a donc instauré une nouvelle règle constitutionnelle qui fait qu'il n'y aura plus deux mandats pour les secrétaires généraux du Parti communiste, puisque donc, à la tête du Parti communiste, vous avez un secrétaire général, il est secrétaire général. De tradition, le secrétaire général est aussi le chef de l'État, est aussi le chef des armées, ce qu'il est. Mais la tradition depuis Deng Xiaoping était de considérer que chaque dirigeant était là pour 10 ans, c'est-à-dire 2 fois 5 ans. 5 ans, c'est le temps d'un congrès du Parti communiste chinois. D'accord ? Et en réalité, ce qui se passait, c'est que pendant 5 ans, le secrétaire général continuait la politique du précédent. À la fin de la 5e année, préparait le 2e mandat, annonçait le dirigeant d'après, et finalement, il y avait une espèce de transition, de routinisation très très forte qui s'organisait dans le pouvoir, ce qui a permis la stabilité ces 40 dernières années. Et Xi Jinping vient rompre totalement cela en disant « La Chine fait face à des crises, la Chine a besoin d'un leader fort, la Chine a besoin d'être une grande puissance et d'affirmer qu'elle est une grande puissance dans le monde, donc on va casser cette logique-là, et je fais un premier mandat, et peut-être que je serai président à vie ou secrétaire général à vie. » Et en fait, ceci va avec un durcissement général de ton de la politique chinoise, et que vous lisez assez facilement, je pense, dans les journaux. Alors la vraie question, c'est celle-ci, c'est la fin de l'ère Mao. Donc je vais revenir assez vite là-dessus. Si vous voulez, pourquoi j'ai mis entre 1978 et 2012 ? Parce que 2012, c'est l'arrivée de Xi Jinping. Et donc, quels étaient les grands changements par rapport à Mao ? D'abord, il y a une nouvelle constitution. La constitution de l'État chinois était une constitution qui marquait une vraie différence en voulant non pas faire de la Chine un État de droit, mais au moins un État avec des lois, ce qui était une grande évolution. Ensuite, avec une nouvelle charte du parti et en scindant la constitution du parti de la constitution de l'État. Et là, ce qu'on voit apparaître sous Xi Jinping, c'est véritablement une forme de symbiose entre la constitution de l'État et celle du parti, et véritablement celle qui compte, c'est celle du parti. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de séparation entre l'État et le parti, que l'État égale le parti, égale l'armée, égale l'économie, égale tout. Il y a une confusion des pouvoirs qui est extrême et qui est une volonté politique. Ensuite, il n'y avait plus de culte de la personnalité sous Deng Xiaoping. Deng Xiaoping était considéré comme légitime. En même temps, Deng Xiaoping, par exemple, il était quasiment rien dans l'État chinois. En 1989, lorsqu'il donne l'ordre d'écraser le mouvement des étudiants, il n'a aucune fonction au sein de l'État et du parti. En fait, il n'en a qu'une. Il est le président de l'association de bridge de Chine. Voilà. Il n'a pas de fonction, mais il est considéré comme très légitime et il n'y a plus de culte de la personnalité. Ensuite, il y avait instauré depuis Deng Xiaoping l'idée qu'il y avait un bureau politique et que le bureau politique décidait de façon collégiale et qu'aucune tête ne sortait, c'est-à-dire qu'aucun individu ne s'affirmait par rapport aux autres et qu'il y avait une apparence comme ça de collégialité. Là, on est dans une personnalisation très très forte du pouvoir. Une autre évolution, il n'y avait plus de campagne de répression. La dernière campagne de répression politique date de 1983 en Chine. Quand on dit campagne de répression, c'est lorsqu'on s'attaque à un groupe donné avec des quotas par ville, par campagne, et des personnes qui sont prises dans la nasse en fait, de cette répression, et il n'y en avait plus. Autre chose, il y avait donc une forme de grande prédictibilité sur l'organisation du pouvoir, où franchement, entre Deng Xiaoping, lorsqu'il a décidé que ce serait Jiang Zemin, quand Jiang Zemin, le pouvoir, a décidé que ce serait Hu Jintao, etc., il y avait absolument, tout était calculé au mois près, et on pouvait vous faire vraiment un planning de l'année politique chinoise, et c'était très utile pour les hommes d'affaires qui savaient à quel moment se rendre en Chine, qui parlait à qui, à quand, comment, etc., avec une planification très claire. Et là, effectivement, tout est bouleversé. Et enfin, il y avait une juridicisation des procédures. Voilà. Il y a des continuités aujourd'hui avec l'ère Mao, et je reviens sur ces deux photos. La photo qui est en haut, évidemment, c'est la photo de Jiang Qing, qui est Madame Mao, lors de son procès. Je pense que vous avez souvent dû voir cette photo. C'est une photo emblématique, très très importante. La photo qui est en dessous, c'est la photo de l'épouse de ce dirigeant chinois, M. Bo, dont vous avez sans doute entendu parler, qui était le rival de Xi Jinping avant 2012 et qui en fait
fait, avait un projet parallèle dans le sud de la Chine et avait tenté quand même de se faire élire de façon quasi démocratique dans sa région, avec un projet personnel parallèle. Ce monsieur est désormais en prison, à l'issue d'un procès qui a été à la fois médiatisé et totalement secret, son épouse aussi. Et en fait, il y a un parallèle très fort, ce sont 2 photos officielles, et je trouve qu'il y a un parallèle très très fort entre ces 2 photos qui montrent bien qu'il y a alors soit un retour de l'époque Mao, soit en réalité, cette époque Mao n'a jamais disparu, sauf qu'elle revient maintenant, aujourd'hui, en plein jour, si vous voulez, en particulier, et elle contraste d'autant plus que la Chine est devenue un pays ultra-moderne. D'accord ? Donc, la continuité avec l'époque Mao, eh bien, c'est la centralité du Parti communiste chinois. J'ai mis ici qu'il y avait à peu près 5-6% de la population chinoise qui est membre du parti, ce qui est très peu par rapport aux anciens pays communistes. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est la sociologie des membres du Parti communiste en fait un groupe tout à fait dominant, spécifique. C'est-à-dire qu'en réalité, les membres du Parti communiste aujourd'hui sont des gens qui sont c'est souvent les plus riches, les mieux éduqués, les mieux connectés, les plus urbains, etc. Et donc, il y a une concentration. Donc, cette concentration-là montre aussi l'importance stratégique du Parti communiste dans l'organisation de la vie chinoise. Enfin, la relation entre l'État, le parti et l'armée reste de même. Et puis, de façon générale, les institutions chinoises, les institutions politiques qui sont non pas héritées, qui sont un peu héritées de l'Empire, mais qui sont surtout héritées de l'Union soviétique, elles sont les mêmes. Ce sont des institutions totalement léninistes. C'est vraiment la pyramide qui va le comité permanent du bureau politique, le comité central, ça c'est pour le parti, et l'État réplique exactement le mode de fonctionnement du parti. Cela n'a pas été touché d'un iota pendant toute la période que l'on vient de voir, c'est-à-dire les 40 dernières années. Je pense qu'il faut que j'aille un peu plus vite, non? Je ne sais pas. J'ai combien de temps? Je ne sais pas. Encore. Un quart d'heure? Oui. Ok. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué ça, je vais peut-être aller en avant. Alors, je voudrais vous parler du droit. Alors, c'est un peu mon dada, mais qu'en est-il quand même du système juridique chinois? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution du système juridique chinois? Donc, en 78, alors d'une part, il y a plusieurs choses très simples à avoir en tête. La Chine a une grande culture juridique. La Chine, si on l'entend au sens de l'empire chinois. En tout cas, le rôle de la loi, de la norme, qui était considérée comme une norme administrative essentiellement. Je ne sais pas si vous connaissez le justi, sans doute, peut-être c'est une bonne idée pour faire simple. Le rapport au justi, c'est-à-dire ce n'est pas un empire c'est un empire qui a toujours été socialisé à une forme de droit qui est la règle ou pénale ou administrative, d'accord, et qui a transformé son système juridique à la fin du 19e siècle jusqu'en 1949. 1949, on change complètement d'espace. Mao importe le modèle soviétique du droit. Puis ensuite, il n'existe plus de normes juridiques parce qu'on est dans le chaos de la révolution culturelle. Et enfin, 1978, on recommence à mettre en place un système juridique. Et on pourrait se dire, l'économie a bougé, le politique a finalement peu bougé, voire est aujourd'hui dans un système où il revient en arrière. Est-ce qu'au moins, il existe une justice et un système juridique? Alors je dirais oui, et en même oui sur la forme et non sur le fond. Et là aussi, il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui se sont cristallisées. Donc ici, c'est un petit camembert qui vous montre quoi? Qu'en 40 ans, la fabrique du droit chinoise a été quand même totalement bouleversée. C'est-à-dire, alors en fait, je vais vous montrer ce slide, ou ce transparent, et celui-là. Je vais tout vous expliquer. C'est très simple. Donc en fait, c'est le fruit de beaucoup d'heures de travail, croyez-moi, à compter le nombre de lois, de règles administratives, etc., pour essayer de voir dans quel domaine la Chine, depuis 1978, se transforme sur le plan juridique et dans quel domaine elle ne se transforme pas. En 40 ans, ce qu'on peut voir, c'est que la Chine a véritablement constitué un système juridique à part entière. Et ça, c'est très important. En 1978, il y avait même pas une cinquantaine d'avocats en Chine qui n'exerçaient plus, qui étaient tous des vieux avocats. On est aujourd'hui à... Combien c'est? On est pratiquement à 200 000 avocats chinois. Il y a, depuis l'an dernier, légèrement plus d'avocats que de juges en Chine. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il a fallu attendre 2017 pour qu'il
il y ait légèrement plus d'avocats que de juges, c'est-à-dire qu'il y avait le système judiciaire était d'abord un système punitif, qui était un système qui condamnait avant de défendre, d'accord? Et les facultés de droit ont réouvert en 1978, puis ensuite se sont créées, parce qu'il existait 3 facultés de droit en 1978, il y en a maintenant plus de 900 sur tout le territoire chinois. Donc vous me direz, mais en fait, c'est peut-être un état de droit sous un parti communiste. C'est un peu plus compliqué. Donc, mais d'abord, première étape, il a fallu créer des lois, il a fallu former des gens, et la Chine a véritablement fait ça. Paradoxe absolu, ceci ne conduit pas à un état de droit aujourd'hui. Sans doute il faudra encore 50 ans pour vraiment constituer un état de droit. Alors, ici, le pourcentage que vous avez, c'est le pourcentage des types de lois qui ont été votés depuis 1978. Donc ça concerne tout, le droit civil, l'agriculture, l'environnement, le droit de la santé, le droit administratif, les réformes économiques, la sécurité publique. Et vous avez un 5% qui concerne le droit constitutionnel, c'est-à-dire les lois, à la fois les constitutions et les lois fondamentales qui viennent garantir une hiérarchie des normes. Pour dire très très simple, en gros la Chine a un système juridique, enfin en tout cas, non, pardon, pour faire simple, la Chine a des lois mais n'a pas de système juridique. La Chine a une accumulation de lois sur absolument tous les domaines et qu'elle a intelligemment construit en puisant dans tous les types de systèmes juridiques du monde entier pour construire son droit. Par exemple, je le disais à notre collègue tout à l'heure, le droit de l'environnement chinois est un droit très italien. Le droit de la propriété intellectuelle est totalement américain. Le droit de la santé est très largement français, etc., etc. Et en même temps, comme il n'y a pas de hiérarchie des normes et comme il n'y a pas de droit constitutionnel parce qu'il est interdit aujourd'hui d'enseigner le droit constitutionnel, cet ensemble-là ne fait pas système. Donc il y a des lois, mais il n'y a pas de système juridique. Et puis, autre chose qui est très importante, c'est que ce que je viens de vous montrer là, c'est de vous dire qu'en 40 ans, ils ont construit un système juridique. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir à quel moment ils ont fait quoi. D'accord ? Et si vous regardez ce graphe, en 82, vous voyez qu'il y a des lois constitutionnelles. Et puis vous allez en trouver aussi en 86, en 89, 90, et puis pratiquement plus après. Par contre, le bleu qui correspond à la sécurité publique, qui dit sécurité publique, dit toutes les lois ou de répression ou de contrôle de la population. D'accord ? Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'il n'y en a quasiment pas jusqu'en 96. Et puis qu'ensuite, il y a un pic. Et ce pic, il est entre 2005 et 2011. Et entre 2005 et 2011, il y a une chose très importante. Il y a un événement très, très, très important en Chine qui correspond aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques, qui sont le moment d'exposition de la Chine au monde, et d'abord d'explication à sa propre population, parce qu'on est en 2008, c'est-à-dire il y a précisément 10 ans, donc 30 ans après le début des réformes. L'idée, c'était un anniversaire de la réforme de 78, et l'idée, c'était vraiment d'indiquer que la Chine, en 30 ans, avait radicalement changé, pouvait désormais s'ouvrir au monde, mais la préparation de cet immense exercice qui a été conçu comme le moment nationaliste parfait pour la population chinoise vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis du reste du monde, s'est accompagné aussi de graves crises qui ont été la crise dans le Xinjiang, qui ont été aussi l'année d'un tremblement de terre, qui ont été la crise au Tibet, et qui ont vu en fait une transformation du rapport de force au sein du parti au profit de la sécurité d'État, au profit de l'appareil sécuritaire chinois. Et cet appareil sécuritaire a eu besoin de lois, d'un budget équivalent, de ressources humaines. Et effectivement, il ne s'agit pas de revenir en arrière, ce qui fait qu'en fait, c'est aussi beaucoup ça qui structure la non-évolution du système politique au chinois aujourd'hui. Et moi, ce n'est pas mon domaine, mais je pense qu'un historien qui travaillerait sur le rôle des Jeux Olympiques de 2008 verrait effectivement une cassure dans l'évolution et dans l'élan politique de la Chine à partir de ce moment-là. Alors, maintenant, et là, je vais bientôt m'arrêter de parler, pour vous laisser aussi la parole. Le troisième volet, mais vous imaginez, il y en a plein d'autres, c'est le volet de la politique internationale. Et là, effectivement, le changement est radical. J'avais regardé, il y a quelques documents de l'INA qui sont absolument savoureux, notamment l'arrivée de Deng Xiaoping en 80 à Paris, et l'interview de Giscard d'Estaing qui vient de voir Deng Xiaoping et qui explique que jamais il n'y aura de guerre avec la Chine puisque la Chine est un pays
voilà, d'hommes de lettres, de pacifistes, et que l'armée chinoise, il n'y a rien à craindre de l'armée chinoise. Donc ça fait partie de ces... J'espère que je ne suis pas en train de dire des bêtises qui dans 30 ans, voilà, on pourra me reprocher dans 30 ans, mais voilà, quand Deng Xiaoping arrive en 1980 à Paris, il vient avec une délégation de 15 personnes, il est dans son costume Mao, et la Chine vient tendre la main à toutes les puissances occidentales pour venir aider la Chine. Quand M. Xi Jinping vient à Paris, désormais, ce n'est pas exactement la même chose. Quand il va voir la reine d'Angleterre et que l'ensemble de Londres est aux couleurs de la Chine, vous avez un contraste absolument saisissant en l'espace de 40 ans. Et quel que soit l'endroit où la Chine arrive. Quand la Chine va en Afrique, vous imaginez comment ils sont accueillis. Quand il va en Australie, il y a 180 000 étudiants chinois en Australie. C'est de loin la première population d'étudiants chinois, etc., etc. Bon, bref. Alors, il y a 4 points, 3 ou 4, sur lesquels je voudrais insister. Quelles sont les grandes projections de la Chine dans le monde? Parce qu'on est face maintenant, on est dans un contexte où la Chine ne regarde plus que elle n'est pas uniquement tournée vers elle, elle a besoin de l'étranger. Elle a besoin de l'étranger parce qu'ils sont quasiment dans une situation de recherche de ressources. Enfin, ils sont dans une situation de recherche de ressources. La Chine n'a pas les moyens, par exemple, de former les 37 millions d'étudiants que constitue la population étudiante chinoise. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 1 500 000 étudiants chinois dans le monde, y compris, nous avons en France 40 000 étudiants chinois. Et c'est la première population d'étudiants étrangers sur notre sol. C'est vrai de tous les pays occidentaux. Il y en a 400 000 aux États-Unis, il y en a 80 000 au Royaume-Uni, etc., etc. Donc en termes de ressources, en termes c'est pas une question d'expansionnisme, c'est-à-dire que la Chine déborde de ses frontières, que ce soit sur le plan démographique, sur le plan environnemental, sur le plan économique, d'accord? Donc il y a avec ça une articulation d'une politique qui est celle de positionnement de la Chine dans le monde, avec un projet qui est un projet différent du modèle occidental, qui passe par nous sommes membres permanents des Nations Unies, mais nous contestons la façon dont le multilatéralisme fonctionne, par exemple. Donc ça passe par le rêve chinois, donc ce qu'on appelle typiquement Zhongguomong, ça veut dire le rêve chinois qui reprend beaucoup de choses. Je n'ai malheureusement pas le temps ici. En fait, cette idée du rêve chinois date depuis la fin du 19e siècle, a été reprise par Xi Jinping, mais complètement retransformée à la sauce contemporaine. D'accord ? Donc le rêve chinois, c'est un monde harmonieux. C'est un monde dans lequel chacun, dans ses différences, peut assumer ses différences. Et en fait, c'est un monde qui est l'opposé du protectionnisme. C'est un projet politique qui semble à l'opposé du projet de politique de Trump. Ce qui fait aussi que la Chine, dans le monde aujourd'hui, n'apparaît pas ce repoussoir qu'elle a pu apparaître dans certains cas, parce qu'aussi, elle est dans un miroir avec un modèle américain qui a tendance à nous faire, et peut-être on a raison, beaucoup plus peur, et qui est beaucoup plus disruptif, d'une certaine manière, que le modèle chinois. Ensuite, c'est un rêve de prospérité, de puissance, de renaissance chinoise, etc. Enfin, quand je vous disais le rêve chinois, il s'explique comme ça. Bâtir une société puissante, riche, écologique, démocratique, civilisée, harmonieuse, socialiste, moderne. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ça fait beaucoup dans le même temps. Hein. Ça fait beaucoup dans le même temps. Voilà. Alors, en affirmant la culture chinoise dans le monde, enfin, moi, j'ai pas d'ironie particulière, j'essaye d'être très détachée par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, parce que comment mettre riche et écologique en même temps que socialiste et civilisé, non, c'est pas très... En même temps que socialiste et moderne, harmonieux, civilisé, enfin, c'est des choses... Des concepts qui sont quand même un peu, soit un boogie-boulga, soit des concepts extraordinairement différents, mais en même temps qui ont l'air d'être tous dépolitisés, alors qu'ils portent en eux une charge politique extrêmement forte. Bref, tout ça pour finir avec 2 points importants. Il y a 2 choses le rêve chinois se décline, selon moi, à travers 2 politiques essentielles qui sont assez disjointes, même si elles trouvent des lieux de connexion. La première, c'est ce que vous avez forcément entendu parler des nouvelles routes de la soie, donc la politique qu'on avait ça, une ceinture et une route, c'est ça? One Belt, One Road. Voilà, c'est ça, une ceinture, une route, c'est-à-dire avec les 2 routes, une route maritime et une route terrestre, d'accord, qui sont les routes de la soie, qui sont vraiment la projection de la Chine dans le monde extra-occidental, et qui sont une façon de se connecter au monde extra-occidental, en proposant un projet d'abord économique et culturel
et qui ne peut pas ne pas avoir de déclinaison politique puisqu'il s'affirme comme étant une alternative dans le monde occidental, je veux dire, adressée au monde occidental. Et deuxièmement, le grand projet de la Chine, qu'on appelle du slogan, y compris les Chinois, Made in China 2025, qui est en fait la place de la science dans la transformation de l'État chinois. C'est-à-dire que le vrai projet politique de l'époque Xi Jinping, c'est celui de devenir, mais en fait d'être déjà une grande puissance scientifique, de continuer à transformer la société par la science, et c'est la Chine 4.0, c'est-à-dire l'importance de l'innovation. Il n'y a pas une phrase prononcée par Xi Jinping sans qu'il y ait le mot innovation. Lorsqu'en 2018, il a présenté ses vœux à la population chinoise sur un modèle très occidental avec sa cravate, etc., il avait derrière lui toute une bibliothèque portant sur l'intelligence artificielle. En anglais, en chinois, c'est la thématique commune, c'est la thématique dépolitisée. Si la Chine, et ça donc c'est moi mon domaine de recherche depuis 2 ans maintenant, si la Chine est encore dans une situation à ne produire que des innovations d'usage, c'est-à-dire de transformation d'innovations qui ont déjà été conçues ailleurs et avec un certain succès, il y a un domaine dans lequel elle espère bien produire des innovations de rupture, c'est l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, dans ce domaine-là, elle est particulièrement bien dotée, notamment pour 4 raisons. Il en manque toujours une dans le modèle occidental, c'est les ressources financières sont quasiment infinies, les ressources humaines sont quasiment infinies, la vision politique est là et il n'y a pas de contraintes juridiques. Donc ces quatre dans notre système à nous, il nous manque ou le budget, ou la vision politique, ou les ressources humaines, et nous avons des contraintes juridiques. Et heureusement, nous avons des contraintes juridiques. D'accord ? Donc c'est tout le... Ça c'est vraiment le... Peut-être je vais en rester là pour engager le débat avec vous. C'est la Chine d'aujourd'hui, si on devait faire un arrêt sur image, qui était le début de ma présentation, c'est vraiment une Chine extraordinairement moderne sur le plan des nouvelles technologies. C'est une Chine totalement digitalisée. Pour ceux qui iront en Chine bientôt, ne prenez pas d'argent chinois. De toute façon, c'est une monnaie qui n'est pas convertible. Mais en plus, l'argent n'existe quasiment plus dans le sens de papier-monnaie. D'accord ? Ce qui est très important, c'est d'avoir un téléphone portable bien branché et avec une batterie pour pouvoir payer au quotidien absolument tout. Vos 200 grammes de châtaigne, comme votre billet de train, comme tout à fait autre chose, tout est digitalisé. Toute la capacité de la Chine à engranger des données et donc à produire des algorithmes, tout ça dans un but aussi de protection de la sécurité, c'est-à-dire l'obsession de la sécurité versus la liberté, qui n'est pas une question, d'accord ? Et tout c'est vraiment, quand je dis la Chine invente notre futur, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est le pays qui a la capacité de pouvoir utiliser des nouvelles technologies à des fins de contrôle social, pour dessiner un type de société particulière et de se projeter à l'international. Donc, je ne veux pas vous laisser sur un ton négatif, je pense que nous avons des moyens. En fait, en réalité, ce qui est important, c'est que la connaissance de la Chine est intéressante parce qu'elle révèle nos faiblesses, mais aussi nos forces. Et qu'on a des forces. Et en partie, nous sommes aussi des grandes puissances scientifiques. Et nous pouvons parfaitement interagir. Mais il nous faut interagir avec la Chine aussi, par exemple, pour poser la question de la valeur de la science, de la question entre la science et l'éthique, etc. Donc voilà, moi je suis prête à vos questions. J'espère que je n'ai pas été ou ennuyeuse ou trop longue. Voilà, merci. Vous avez bien tenu le temps, c'est parfait. Le temps, c'est très bien. Je pense que vous allez avoir de nombreuses questions sur la Chine. Il y a toujours beaucoup de questions. Qui veut ouvrir la première Can I speak in English and Yes, then you you can, help yeah. me to translate? Yeah. Okay. So thank you for the wonderful presentation. As a French, you can understand China so well. So first, let me congratulate you for that. Are you from China? I'm originally from China, yes. 那你可以直接用中文吧。可以用中文哈。所以如果 No, I think you should speak English for everyone. Sure. So, in light of your presentation on also the change of China, what do you suggest how France and French people should adapt to the change of China? Because I live in France, I still see the understanding of French
to China are still staying about 20 years ago. And they need a lot of education for that. And I am very happy to see there are many French people come here. And this seminar is done in French. Great. Okay. Tout le monde a compris la question? Ah, ok. Alors la question, en fait, monsieur pense que notre image, notre rapport à la Chine s'est figé il y a 20 ans. Et on n'a pas évolué dans notre regard sur la Chine. Et de là découle son souhait qu'en fait on connaisse mieux. Et donc il est très content que ce soit autant de gens aient participé à la conférence. Et en même temps pose la question de comment on devrait s'adapter à la Chine. Voilà. Pourquoi la Chine pourrait s'adapter à nous aussi, mais bon. So maybe I just reply to you in English. First of all, I think many French people understand China, and many French people are interested in China. When your question is, shall French adapt to China? Are you sure it's a good question? Are you sure it's a good question? I mean, is it a question of adaptation or understanding or knowledge about the country? I will just rephrase it by saying, I think French people should know more and much better non-Western world, including China. Not only China, but India, but, Korea, Japan, countries which are going to shape the 21st century. Adapting to China might be very difficult for a French or European culture background. But I don't think it's a good idea to adapt. The best would be simply to work together and try to understand each other. Question. Mike, need a mic. Just one sentence, because I want this discussion in the right direction. So when I say adapt to the change in China, I mean that the adapt not in terms of do things according to China, but rather adapt to the changing environment. Just like now I adapt to the environment because I wear the coat. It's cold outside. So in that sense. Okay. Pardon? Je pense qu'en fait, l'idée de ce monsieur, c'est vraiment l'idée, peut-être moins de s'adapter à la Chine sur le mode il faut faire avec, mais plutôt de changer de regard. Je crois que c'est vraiment ça. Reshape the way we understand China. I understand this is what you mean, right? So opening our minds and being very flexible in the way we consider the evolution of your country. Is that what you mean? Autre question?差不多? Ok. L'INSEAD, c'est vraiment une école for the world. Hein. Nous aussi à Sciences Po. Hein. Attention. Bonjour. Excusez-moi, j'interviens. Donc, vous parliez effectivement que la Chine était l'objet d'un développement économique via un système. Mettez le micro tout près. Excusez-moi, un système économique via un système politique un peu fermé qui avait réussi. Il y a évidemment, vous l'avez souligné il y a quelques instants, la Corée du Sud qui a marché avec un développement tout en étant une démocratie. Donc on peut être une démocratie en Asie et avoir un développement fulgurant, ainsi que le Japon. Donc la condition sine qua non d'un pays totalitaire n'est pas forcément liée à un développement économique. Mais j'en reviens à un principe de base qui serait celui que la Chine, en fait, prend l'exemple de l'Allemagne, finalement, dans les années 30, c'est-à-dire vouloir sortir d'une pauvreté extrême, tout après en développant un nationalisme tout aussi extrême, pour s'affranchir des règles internationales telles qu'on le voit dans l'annexion des îles Sparkley, où la Chine interdit la navigation internationale, dans les eaux internationales, en installant des bases militaires dans des îles, dans des eaux internationales. Les États-Unis font état, donc le chef d'état-major, l'équivalent américain, fait état de ce danger, dit que la Chine est un grand danger pour les démocraties à l'avenir. Donc ce qui m'inquiète dans votre présentation, qui est très juste et très intéressante, parce que moi je suis par ailleurs élu dans une petite ville à côté, adjoint aux finances, et je me bats pour essayer d'équilibrer un petit budget dans un pays démocratique avec des gilets jaunes. Et c'est très difficile. Ce que je veux vous dire, c'est que la démocratie est un ensemble d'équilibres compliqués, mais que face à une dictature, nous n'avons pas les mêmes armes, et qu'avoir fait rentrer la Chine dans l'OMC a peut-être été l'erreur majeure des démocraties qui n'ont plus
de moyens de se battre économiquement maintenant contre cette superpuissance. Alors qu'allons-nous devenir, nous pauvres petites démocraties, face à un empire qui impose à marche forcée une révolution militaire et quasi dictatoriale finalement dans les années qui vont venir? Alors, je vais peut-être pas répondre sur les gilets jaunes parce que je vais avoir du mal à faire le lien avec la Chine. Mais on a envie de les placer partout, les gilets jaunes en ce moment. Mais attendez, sommes-nous faibles? Pardon? C'est un côté Révolution française. Hein. Un côté à Paris tous, à la Bastille. Alors, d'abord, 3 points. Parce qu'en fait, comme votre question est assez avec plein d'embranchements, voilà, je réponds de façon très spontanée. La première chose, c'est qu'il y a une vraie différence entre totalitarisme et autoritarisme. Je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la Chine soit une société totalitaire. Le totalitarisme est historiquement extraordinairement situé. Et autant on peut se poser la question très franchement sous l'ère maoïste, autant on ne peut pas se poser la question aujourd'hui. À la grande différence, un citoyen chinois aujourd'hui qui est très mal à l'aise dans le milieu politique dans lequel il est peut s'exiler et il y a des accès à un passeport et peut partir pour autant qu'il en a les moyens économiquement, si vous voulez. Mais je veux dire, c'est qualifié historiquement de façon très située le totalitarisme, et je pense que ce ne serait pas du tout comprendre où on est. Justement, la difficulté de la Chine aujourd'hui, c'est une société hyper ouverte avec un régime politique très fermé, soutenu par sa population, ce qui est très particulier. Deuxièmement, il y a des démocraties pauvres et des démocraties riches. Donc j'ai absolument pas fait de lien entre capitalisme et démocratie. L'un n'est pas la condition de l'autre. D'accord ? Et troisièmement, je pense que c'est un tort que nous avons de considérer que nous sommes faibles parce que nous sommes une démocratie. Très honnêtement, je pense qu'il y a aussi beaucoup de citoyens chinois qui considèrent que c'est une chance d'être français, d'être européen, de vivre dans un régime démocratique. Et je pense que, en fait, et alors là, je quitte un peu un regard scientifique, c'est presque une posture citoyenne, si vous voulez, mais à laquelle je crois, c'est que mes années chinoises m'ont fait devenir très européenne dans le sens des valeurs fondamentales européennes. Et je pense qu'au contraire, c'est vrai qu'on a, comme on est dans un espace intellectuel très critique, et heureusement, dans un espace très autocritique, mais dans un sens critique, c'est aussi très positif. Mais en lieu d'en faire une force, on en fait une faiblesse. Or, en réalité, on est très très fort quand on est conscient de ses faiblesses, quand on est dans la parole libre, quand on est dans un régime où on peut élire nos dirigeants, les critiquer, même si ça peut être désagréable, disruptif, déconstruit, mais on n'est pas dans une situation où on peut se dire que une révolution culturelle bis pourrait arriver à n'importe quel moment, ce qui est potentiellement le cas de la Chine. Parce qu'on ne sait pas en réalité quel est l'état de l'opinion. Donc je pense qu'il faut renverser les choses et de se dire, en réalité, on a cette force d'être une société clairvoyante sur ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, sur où on va, sur où on ne va pas. Et c'est vrai que c'est un peu plus dangereux de laisser la parole à l'autre sur le moyen terme, mais sur le long terme, c'est ce qui construit la solidité de nos sociétés. Pardon, je quitte le régime, le modèle scientifique, mais je crois que c'est très important. Et en fait, bon, j'ai eu une petite expérience au Quai d'Orsay, et j'ai trouvé qu'on ne valorisait pas assez, justement, dans la négociation qu'on avait, le fait qu'on était des sociétés certes ouvertes, donc on nous connaît davantage que la société inverse, mais aussi c'est ce qui fait notre force. Voilà. Bonsoir, je vous remercie de votre présentation. J'ai 2 questions distinctes. Dans votre conclusion, dans la vision Made in China 2025, vous disiez que la Chine avait 4 acquis sur 5. Donc vous n'avez pas mentionné, si j'ai bien compris, hein, donc vous n'avez pas mentionné le 5e qu'elle n'aurait pas ou n'aurait pas encore. Ma deuxième question, c'est comment voyez-vous l'impact du vieillissement de la population chinoise, conséquence de la politique de l'enfant unique et du retard à l'allumage de la libéralisation sur la politique familiale? Okay. Non, je crois que j'ai parlé de 4 acquis, 3 plus 1, le dernier étant acquis. La quatrième variable qui va construire, qui va nourrir la montée en puissance de la science chinoise, c'est le fait qu'elle a un système juridique qui n'est pas contraignant. D'accord ? Mais ça aussi, c'est une faiblesse. Ça aussi, ça va être une faiblesse. C'est-à-dire que pour l'instant, la sécurité est plus importante que la liberté. Autant dire que la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle, l'usage des caméras est considéré comme une nécessité absolue et se développe partout.
jusqu'au jour où ça va être contre-productif, notamment sans système judiciaire et système légal qui protège les individus. Dans un système où vous pourriez vous dire, mais si les citoyens sont touchés et pas le politique, sauf que même les membres du Parti communiste sont touchés, y compris eux en premier. Donc il y a une fragilité très forte. Et c'est une société qui, à mon avis, n'est pas soutenable de la même façon que la révolution culturelle, au bout de 10 ans, a explosé, est arrivée vers une phase de transition. Donc de façon générale, moi je ne sais pas du tout mon métier de prédire les choses, mais ceux qui observent la Chine depuis quelque temps considèrent que pour les 10 ans qui viennent, la science va contribuer au raidissement du modèle politique chinois, mais que c'est 10 ans. Alors à notre échelle, nos vies à nous, c'est une échelle très importante, mais à l'échelle de l'évolution chinoise, ça ne l'est pas vraiment. Donc les 10 prochaines années, si elles sont faites d'autoritarisme construit par un modèle de surveillance aidé par l'intelligence artificielle, ça n'étonnera absolument personne. Ce qui étonnera, c'est que ça se passe différemment. D'accord ? Maintenant, le vieillissement de la population chinoise, alors, je n'ai pas parlé, mais effectivement, une des grandes idées de Deng Xiaoping, c'était de dire il y a trop d'enfants. Si on veut lutter contre la pauvreté, il faut qu'on fasse moins d'enfants. C'était CQFD. Et donc, en l'imposant de façon autoritaire, et ça, je suis sûre que c'est quelque chose que tout le monde... on connaît cette situation-là. On est arrivé dans une situation où, depuis 4 ans, le gouvernement chinois encourage les jeunes couples à avoir un second enfant. Je dis second, pas deuxième, troisième, mais second, limité. Et il se heurte à une difficulté qui est qu'en fait, c'est une génération d'enfants uniques, en âge d'être parents, et qui se refusent à avoir un autre enfant. Et les enquêtes sociologiques menées par ce qui est quand même incroyable, parce que voilà, la société chinoise traditionnelle est une société tournée autour de la famille, de fratrie très vaste. Puis il y a une coupure, une cassure avec 2 générations d'enfants uniques et un retour impossible à une situation antérieure, quand bien même on nous parle de retour à la culture chinoise. Donc on voit bien les fractures de cette société. Et les enquêtes sociologiques qui essayent de comprendre les raisons pour lesquelles les jeunes ne veulent pas faire 2 enfants. La première, c'est une pression financière beaucoup trop importante. La deuxième, c'est des attentes de cette classe moyenne sur les enfants telles qui ne sont pas en mesure de répondre à ces attentes, et des attentes qui sont démesurées, qui sont acheter un appartement dès que l'enfant a 5 ans, être sûr qu'il fera Harvard, etc. Donc c'est effectivement, quand on part de ce niveau d'exigence, on n'y arrive pas beaucoup. Et puis aussi une peur de l'avenir et une non-confiance dans le système éducatif chinois. Ça fait beaucoup. Donc les conséquences, elles sont très importantes. Et alors en conséquence de quoi les premiers discours officiels que l'on entend sur la nécessité d'importer des populations issues des pays limitrophes, ou bien de faire venir en Chine des Chinois de la diaspora qui sont installés dans le monde entier. Et avec cette idée qui pourrait contribuer au développement de la Chine. Et c'est vrai sur ce point, c'est vrai sur d'autres, de se réappuyer sur la diaspora chinoise pour le nouveau souffle du développement chinois. Voilà. Mais les conséquences économiques sont considérables, elles sont très importantes et considérées comme une contrainte sur la croissance économique. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Qu'est-ce que vous pensez de la posture de Trump vis-à-vis de la Chine ? Qui est quoi la posture de Trump ? Comment vous aimeriez la résumer ? J'aimerais la résumer par le fait qu'il est beaucoup plus agressif, notamment sur le plan des négociations commerciales. Oui. Et j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Oui. Et si effectivement les États-Unis se sentent défavorisés dans leur relation avec la Chine. Et comment vous voyez l'avenir sur ce point-là ? D'accord. Alors évidemment, c'est la grande relation c'est la grande relation en fait du début du XXe et du début du XXIe siècle, sauf que nous, Européens, on n'avait pas tellement vu ça. Plusieurs choses. D'abord, je pense qu'on a moins à craindre, nous, Européens, quand la Chine et les États-Unis sont en désaccord. Ce qui est très embêtant pour nous, c'est quand ils sont d'accord. Voilà. Je fais vite. Par exemple, sur la question de la peine capitale, ils sont assez facilement d'accord. Pendant un temps, ils ont été d'accord sur la non-reconnaissance de la crise environnementale. Là, maintenant, il y a un véritable changement. Donc, pour nous, je veux dire, on s'inquiète beaucoup du désaccord sino-américain, mais pour nous autres Européens, ça ne doit pas être forcément le premier des sujets.
Deuxièmement, la guerre commerciale américaine est en fait une guerre qu'ils appellent les Américains commerciale pour ne pas l'appeler de son vrai nom, qui est une guerre technologique. Et les Américains ont parfaitement compris qu'ils sont en train de perdre la guerre technologique avec la Chine, notamment sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Et donc, sachant ça, ils mettent une pression considérable pour faire reculer le moment où, en fait, la logique de puissance va s'inverser. Et donc, ils jouent la montre. Et Trump joue la montre. Il joue la montre aussi parce qu'il considère que s'il hérite d'une situation où précisément le temps se raccourcit, ce temps où la Chine va passer devant les États-Unis, et c'est dû au fait que les présidents précédents ont été beaucoup trop cléments à l'égard de la Chine. D'accord ? Et par ailleurs, les côtés chinois, ils ne sont pas très inquiets côté chinois, parce que la Chine possède une grande partie de l'économie américaine. Et une grande partie de l'économie, des finances américaines et du brain drain et des... voilà. Si vous enlevez tous les plus grands cerveaux chinois de la Silicon Valley, c'est problématique. Voilà. Donc il y a une dépendance beaucoup plus forte des États-Unis vis-à-vis de la Chine que de la Chine vis-à-vis des États-Unis. Ceci dit, comme c'est aussi les deux aspects de la même monnaie, enfin d'une pièce de monnaie, les Chinois ne sont pas non plus favorables à une guerre frontale avec les Américains pour d'autres questions qui sont beaucoup plus des questions qui tiennent à sa politique nationaliste dans laquelle elle est inférée, notamment vis-à-vis de Taïwan et vis-à-vis de l'Asie du Sud-Est. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi vouloir négocier le fait qu'il y ait un petit peu moins de présence militaire américaine en Asie du Sud-Est pour s'affirmer sur le plan géopolitique dans la région. Donc voilà, en résumé, à grands traits, les perspectives. Jacques Chirac a dit un jour, je crois, en parlant d'un pays africain, qu'il y avait une forme de démocratie au sein du parti unique. Y a-t-il une forme de démocratie au sein du Parti communiste ? Comment accède-t-on au Parti communiste ? Et quand on est dans le parti, peut-on se faire entendre ? Alors, officiellement, la Chine est une démocratie. Pardon, constitutionnellement, la Chine est une démocratie. Puisque dans la constitution de l'État chinois, il est indiqué qu'il y a plusieurs partis politiques, un grand parti qui est le Parti communiste et 8 petits partis démocratiques. Et de fait, il existe 8 petits partis démocratiques en Chine qui sont des partis qui sont nés dans les années 30 et dans les années 40, qui sont des partis qui sont des partis avec des thématiques très spécifiques de protection des travailleurs, de relations avec la diaspora, un parti sur Taïwan, etc. Bon. Donc, constitutionnellement, sur le papier, c'est une démocratie. Votre question, c'était, est-ce que même avec un parti unique, on peut être une démocratie si ce parti est assez ouvert pour finalement concentrer en lui-même un débat politique ouvert. Alors, d'abord, c'est une redéfinition de la démocratie. En général, c'est une version très autoritaire de la démocratie. C'est-à-dire que c'est quand même une conception, c'est la conception d'un régime autoritaire de la démocratie. Jusqu'à présent, une démocratie se définit par un jeu électoral ouvert et une séparation des pouvoirs. Et s'il n'y a qu'un parti, il y a précisément incapacité de pouvoir séparer les pouvoirs. Donc voilà, après c'est un jeu tautologique où on peut jouer avec les mots. Maintenant, pour répondre vraiment à votre question, pendant ces 40 dernières années, il y a eu des moments où la vie des idées au sein du parti était très riche. En particulier sous l'ère Deng Xiaoping et un peu dans les années 90, avec la grande cassure de 1989. C'est-à-dire que les intellectuels avaient compris que pour se faire entendre, il ne fallait pas se faire entendre à l'extérieur du parti, mais dans le parti, et donc s'exprimer très ouvertement à l'école centrale du parti, à travers les différentes publications du parti, pour expliquer qu'il fallait par exemple une séparation de l'État et du parti, la constitution d'un système judiciaire, une protection des droits fondamentaux, etc. Et petit à petit, ceci est mort, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de débats politiques critiques ouverts au sein du parti. Je daterai ça précisément des années 2006-2007. Donc ça fait à peu près 10 ans que le parti est totalement ossifié autour d'un agenda politique uniquement fixé par son grand chef, qui est donc le chef de l'État, du parti et de l'armée, et avec des nuances qui sont extrêmement modérées d'un groupe à l'autre. Alors ça me permet de revenir sur ce que je ne vous ai pas montré, c'est-à-dire ça. On essaye de faire, c'est l'idéologie au sein du Parti communiste chinois. Et en fait, il y a eu pendant longtemps, de l'extrême droite à l'extrême gauche, vraiment un échéancier de positions politiques au sein du parti. L'extrême droite en Chine signifiant
la démocratie, la démocratisation. C'est l'opposé du modèle, d'accord? L'extrême gauche étant évidemment les rouges des rouges des rouges, mais l'extrême droite, ce qui est considéré comme l'extrême droite en Chine, c'est vraiment ceux qui veulent une démocratisation à l'occidentale, d'accord? La démocratisation à l'occidentale, qui est à l'extrême droite, c'est une infime partie qui ne s'exprime plus au sein du parti, qui ne s'exprime qu'à l'extérieur du parti. Par contre, vous avez à l'extrême gauche ce qu'on appelle la jeunesse en colère, c'est-à-dire des gens qui seraient un peu les gilets rouges chinois version entre 15 et 20 ans, extrêmement nationalistes, enfin ça n'a rien à voir avec la France, hein, mais j'essaye de... Vous voyez, très revendicatif, c'est ça que je veux dire. Donc qui sont des jeunes qui sont très nationalistes, très anti-japonais, très anti-occidentaux, et qui portent un discours qui s'oppose au parti si le parti veut avoir une place dans le monde sur un modèle très ouvert au monde. D'accord ? Donc il y a à l'extrême du Parti communiste chinois un certain nombre de jeunes qui sont très radicaux et qui veulent revenir à une forme de Chine soviétique. Et au centre, qui est en fait bien à gauche et bien au centre du Parti communiste chinois, vous avez deux grands blocs. Un bloc que j'appelle l'État policier avec la culture de l'empereur jaune, c'est-à-dire à la fois un groupe au sein du parti qui considère que l'ordre, c'est ce qui doit dominer. Et que la Chine est fait face à des menaces intérieures et extérieures qui font qu'il faut d'abord assurer l'ordre social et une forme de croissance économique. Et qui se base sur un retour à la culture impériale et qui se base sur l'idée nous sommes d'une très vieille tradition, une très vieille civilisation. Il faut imposer ce retour à une Chine ancienne. Ce qui est paradoxal sous la bannière du communisme, qui est une idée européenne et qui n'est pas une idée chinoise, sous la bannière d'un drapeau rouge qui est un drapeau du marxisme-léninisme. Et à côté, vous avez les néoconservateurs qui sont, eux, qui sont plus dans la tradition de 1919, donc le mouvement de 1919 des intellectuels, dans le mouvement de 1949, qui se veulent communistes et internationalistes dans une version moderne qui est la version actuelle. Et je dirais que M. Xi Jinping vogue de gauche entre le groupe jaune et le groupe bleu. C'est-à-dire utilise des arguments de la culture jaune, est très dans l'idée d'un État policier, et en même temps, on essaye de ne pas aller trop loin de temps en temps aussi, parce que sinon, il perdrait l'essentiel de ses troupes au sein du parti. Donc, en résumé, il y a une forme de débat politique, mais qui est de plus en plus restreint, qui n'est absolument pas transparent, et qui n'est absolument pas le signe d'un régime démocratique. Je veux bien enchaîner sur une autre question sur la démocratie qui ne se place pas du point de vue du parti, et de ce qui se passe au global en politique chinoise, mais du point de vue du sentiment dans la population. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce concept-là pour les gens au quotidien, et peut-être aussi pour les gens qui sont de plus en plus éduqués en Chine ? D'accord. Alors en fait, le terme de démocratie est un terme qui est complètement rentré dans les mœurs et dans le langage commun depuis le dernier tiers du 19e siècle, qui a été traduit du japonais, lui-même traduit de l'allemand, venu par les intellectuels. En fait, c'est un concept qui est vraiment né avec l'ère Meiji, au moment où les étudiants chinois allaient étudier au Japon parce qu'il n'y avait pas d'université. Ensuite, il a été porté par les intellectuels chinois comme le porte-drapeau de la renaissance de la civilisation chinoise contre les Mandchous, puisque le régime impérial est un régime mandchou, le dernier, et aussi pour la modernisation de la culture chinoise. Donc si les débats de 1919, pour ceux qui connaissent le mouvement de mai 1919, qui est le premier mouvement qui porte haut et fort la démocratie de la Chine, est un mouvement nourri par des intellectuels chinois qui considèrent que la civilisation occidentale, la démocratie qui en fait partie, n'est pas incompatible avec la culture chinoise. Et tout ceci va vraiment se développer jusqu'en 1949 et ensuite se décliner sous la forme de démocratie de la dictature populaire avec le modèle léniniste. Donc ce qu'il en reste aujourd'hui, un terme très utilisé parce qu'il n'est pas tabou, y compris par le régime chinois, mais jamais compris car jamais expérimenté sous la forme d'origine de ce que veut dire la démocratie, c'est-à-dire le peuple, le pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple. C'est substitué à ça le terme d'état de droit, lui aussi très peu compris, puisqu'on parle d'état par le droit, qui n'a rien à voir avec l'état de droit. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir un système juridique, d'appliquer la loi, mais ce qui ne qualifie pas la loi si elle est protectrice ou pas des droits fondamentaux de la personne. Donc,
qu'est-ce qu'il en reste? Voilà ce que j'ai envie de répondre. C'est-à-dire que cette centralisation incroyable, cette personnalisation du pouvoir sous l'ère Xi Jinping, elle a pour effet de créer une forme de démocratie directe en Chine, où lui-même incarne le pouvoir comme l'empereur, qui prétend pouvoir régler de façon directe avec la population tous les soucis qui sont ceux de la population et qui refuse toute institution intermédiaire entre un individu isolé et lui-même. Et c'est là où il y a un risque très fort d'autoritarisme. C'est qu'en fait, il y a une non-reconnaissance de la légitimité des médias, des juges, des professeurs, des associations, des ONG, etc., au profit d'une relation strictement directe, qui évidemment est très dangereuse. Donc, si votre question, donc je pense avoir répondu sur l'idée du concept, si votre question est est-ce que cette idée de démocratie fait vibrer une partie de la population chinoise qui souhaite mettre en place un régime démocratique, qu'est-ce que c'est difficile de répondre à cette question? Parce que côtoyant des intellectuels, j'aurais envie de vous dire oui, les intellectuels ont plutôt envie. Quoique, ils sont quand même assez contents de leur confort et ils ont peur de ce qui pourrait advenir en Chine s'il y avait une transition vers la démocratie. Si vous côtoyez une population de gens modestes, les nounous qui viennent des campagnes et qui s'occupent des familles chinoises, le petit vendeur de la rue, etc., ils vont vous parler du respect des droits de la personne et pourront vous dire on ne nous respecte pas ou on est de mieux en mieux respecté, mais ne voudront pas changer de régime politique. Et puis vous avez une partie croissante de la population chinoise qui, parce qu'aux actualités, on critique beaucoup aussi, et à juste titre, enfin, disons que les actualités chinoises sont assez lénifiantes sur ce qui se passe en Chine et très critiques sur ce qui se passe à l'étranger, puisque c'est l'espace de débat. Et que par ailleurs, nous sommes très transparents sur nos propres difficultés. Donc se crée une image qui est une image distordue, enfin qui est tordue et qui est comment dire, déformée, merci, qui est déformée, où effectivement on se dit « Ah, ça va bien en Chine, mais qu'est-ce que c'est l'horreur là-bas » Vous voyez ? Donc c'est-à-dire, ça va être par exemple, mais comment se fait-il qu'un jour vous élisez votre président et 3 mois plus tard il est en bas des sondages, alors que nous, les sondages sont à... D'ailleurs, il n'y en a pas, mais s'il y en avait, ce serait 100%. Et nous, voilà. Et en termes d'indice de bonheur humain, voilà. Donc c'est-à-dire que voilà, la fragilité, elle est difficile. Ce qui fait qu'en fait, il y a à la fois se crée une ambiguïté pour nous, citoyens de sociétés démocratiques, et pour les Chinois et la Chine, qui est que nous avons l'impression d'être faibles et qu'ils renforcent en fait leurs sentiments en se disant notre système, il a peut-être des inconvénients, mais il a aussi un grand pouvoir qui est celui de la stabilité. Apparente. Il y avait une dernière question là, monsieur. Bonsoir, merci. Bonsoir, monsieur. Je me demande tout le temps pourquoi on nous présente toujours la Chine, en France et notamment en Europe, comme si on était toujours en confrontation avec eux et qu'on n'a pas un autre mode de dialogue avec eux qui serait plutôt harmonieux, plutôt que de voir comme si c'était une réminiscence de la guerre froide. Alors, est-ce que ces idées-là nous sont imposées par une idée américaine qui cherche à impérialiser le monde, ou est-ce que c'est notre mode de fonctionnement? On nous présente toujours comme le canard qui va envahir la France avec tous les produits, alors qu'on sait que c'est quand même des Européens qui vont les acheter là-bas. Ce n'est pas les Chinois qui viennent leur livrer ici. C'est les Européens qui vont. On a un discours toujours comme si on en avait peur. Finalement, c'est un des rares pays qui n'a jamais envahi, ou alors moi, je ne sais pas, un autre continent. Alors que nous, on ne peut pas dire la même chose en tant qu'Européens et Américains et ainsi de suite. J'aimerais savoir pourquoi on a toujours un discours comme ça, et j'ai ressenti ça encore dans votre discours, un discours de confrontation. Ah oui? Oui. Non. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi.
Merci. Et puis je vous laisserai poser la dernière question, puis ensuite Stéphanie va répondre. Oui, on connaît l'importance des religions dans nos pays occidentaux, l'importance, pour ne pas dire l'influence. Qu'en est-il en Chine? D'accord. Oui, absolument, absolument. Non, en fait, merci beaucoup de votre intervention et c'est bien d'être en désaccord. En fait, vous êtes en accord avec le monsieur qui vient d'origine chinoise, peut-être, je ne sais pas si vous venez. Are you coming from mainland China? From Shanghai. From Shanghai, okay. Shanghai is a different place. I mean. Donc vous êtes en accord avec le monsieur qui vient de Shanghai? Pardon? Non, pas forcément. Je pense pas. Je pense très sincèrement. Vous savez, c'est compliqué d'avoir un regard scientifique sur un pays qui attire autant de passion et quand nous-mêmes on est passionnés, d'accord? Et en fait, on ne peut pas ne pas avoir de regard équilibré. Donc c'est ce que j'essaye d'avoir. Changer de regard sur la Chine, là où je me retrouve dans ce que vous dites, c'est changer de regard. C'est-à-dire qu'il faut avoir un regard flexible. Il faut avoir un regard nourri de connaissances parce que, et je l'ai dit 2 fois, je crois, pendant l'interview, c'est pas simple. On peut pas critiquer ou adorer de l'autre. C'est tellement binaire, c'est tellement complexe dans un sens ou dans l'autre. Et puis par ailleurs, vous avez beaucoup de citoyens chinois qui sont aussi dans un regard très critique par rapport à leur population, leur société, de la même façon que nous sommes critiques par rapport à notre société. Quand vous dites on a encore un regard comme si c'était la période de la guerre froide, c'est vrai, souvent, parce que éventuellement certains médias par manque de connaissances. Mais c'est vrai aussi que la Chine ne nous aide pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels il est difficile d'engager une conversation de fond, notamment sur la question politique, sur la question des droits fondamentaux de la personne, par exemple. Vous voyez ? Donc voilà, si on avait la possibilité de pouvoir... je vais vous donner un exemple. Le Congrès américain publie chaque année, au mois de novembre, un rapport sur les droits de l'homme, qui concerne absolument chaque pays. Donc il publie aussi un rapport sur les droits de l'homme en France. Je vous assure qu'on le critique, parce qu'évidemment, le regard américain sur la situation des droits de l'homme dans le monde, y compris sur notre pays, est très intéressant, parce que c'est un regard américain sûr, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord souligner, par rapport à la conception américaine, et singulièrement la conception trumpienne, ou bushienne, ou etc., des droits de l'homme sur la situation. Bon, ils font la même chose sur la Chine. Qu'est-ce que fait la Chine ? La Chine fait un contre-rapport sur la situation des droits de l'homme en Chine, un contre-rapport en publiant l'état des droits de l'homme aux États-Unis. D'accord ? La grande différence entre ces 2 textes, c'est que le rapport américain sur les droits de l'homme en Chine, très critiquable par ailleurs, se base sur des sources qui sont pour la plupart non officielles et a beaucoup de mal à documenter la situation. Le rapport chinois sur les droits de l'homme aux États-Unis est fait de sources ouvertes, du New York Times, au Financial Times, à tout ce que vous voulez, au rapport du Congrès américain. Le niveau de transparence en termes de connaissances est ce qui perd. Donc en gros, si la Chine s'ouvrait plus à la connaissance complètement ouverte sur le plan des sources et des données, nous pourrions peut-être aussi plus facilement changer de regard et pas laisser à des pauvres R comme moi, comme nous, qui passions du temps à travailler sur la Chine, à aller chercher des documents qui sont très difficiles à trouver par ailleurs. Voyez ? Donc pour changer de regard, il faut avoir des données. Pour avoir des données, il faut qu'on nous les donne. D'accord ? Bon. La question de la religion. Sur la question de la religion. Alors la question de la religion, c'est une question centrale. J'allais dire religion et philosophie au pluriel. Parce qu'il y a ce qu'on peut qualifier de philosophie, de pensée et de religion en tant que telle. Alors, il y a donc 2 façons de répondre. Il y a des philosophies qu'on peut qualifier de religions traditionnelles chinoises. Et puis, il y a toutes ces religions qui viennent de l'Occident et qui ont en fait une grande histoire en Chine aujourd'hui, maintenant, qu'elles aient 300 ans, 200 ans, 100 ans, etc. Et qui, vraiment, je pense que sont en train de radicalement transformer les nouvelles générations en Chine. Le principal exemple, c'est le christianisme. Le christianisme, dans toutes ses composantes, évangéliques, toutes déclinées sur le modèle américain, coréen, japonais, etc., est un phénomène qui est impressionnant à observer en Chine. Ça va être, par exemple, dans les églises de Pékin, qui sont des églises beaucoup évangéliques ou protestantes, vous allez avoir toutes les semaines 50, 100 baptêmes de jeunes gens qui vont ensuite partir aux États-Unis se former, qui reviennent ou qui partent en Corée, qui partent aux Philippines, etc. C'est un mouvement d'ensemble. C'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est un travail très long
enfin, il faudrait vous répondre très longtemps. Si la question c'est de dire est-ce que c'est important, oui, le sujet il est crucial. Est-ce que le gouvernement chinois est au courant de ça? En effet, il l'est. Et qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que cette société très matérialiste, cette société qui a du mal à proposer un projet non matérialiste à sa population, en fait, cette société est en quête de sens et trouve du sens dans des religions qui sont aussi des religions occidentales. Voilà. Bon, Il y a une dame, cette dame, je pense qu'il faut donner la parole à cette dame chinoise, ça m'embêterait quand même. So you have the last word, ok? Ah, mais vous parlez français, très bien, ok. En fait, j'ai juste une petite question. Je voulais savoir pourquoi. Vous les rapprochez, oui, très bien. Pourquoi, en étant française, vous êtes intéressée à la Chine et vous vouliez devenir Sinotruc. Ouais, sinotruc. Sinologiste. Sinologiste, ah, c'est joli, Non, sinologiste. sinologue. Et pourquoi vous vous intéressez à la France? Moi, je suis américaine, mais mes parents, ils sont chinois. Ouais. Et j'étais née aux États-Unis et je suis venue ici quand j'avais 7 ans. Ouais. Donc, Et qu'est-ce qui vous intéresse en France? Je me sens en partie française parce que j'ai grandi ici. Et donc, ça fait partie de mon identité. Ouais. Et donc, ça m'intéresse. D'accord. Eh ben, j'ai exactement la même réponse. Ça se voit pas, mais je suis très chinoise. Bon. Mais j'aime beaucoup l'idée que ce soit vous qui ayez le dernier mot ce soir. Et en plus, pour deux raisons. D'une part, parce que vous avez 3 identités, dont l'identité chinoise, que vous êtes une très jeune personne et donc vous représentez l'avenir. Et alors, le fait de pouvoir parler très simplement de sujets aussi difficiles avec votre passé américain, chinois et en France ici, ben voilà, moi je pense que c'est ce qui fait, monsieur, qu'on va changer de regard ensemble. Voilà. Bravo.